Je m'appelle Hilary Matrix. J'ai 28 ans. Je travaille comme directrice senior d'événements d'entreprise à Chicago, et je possède une mémoire comme un piège en acier. Par un samedi matin frais à exactement 8h14, je me suis assise sur le balcon privé d'un spa de luxe dans le Wisconsin. Je portais un peignoir moelleux, je tenais mon téléphone et je regardais la brume rouler sur le lac. 200 miles au sud, mes parents se réveillaient le jour le plus important de leur vie. À 18h, 200 invités, dont les élites financières les plus importantes de Chicago, étaient prévus pour arriver à l'exclusif Oakwood Country Club. Ils venaient célébrer la retraite conjointe de mes parents et le lancement de la nouvelle société de conseil privé de mon père. L'événement était un titan logistique. Les arrangements floraux de roses blanches à eux seuls coûtaient $8 000. Le traiteur était un chef-d'œuvre de $35 000 mettant en vedette du steak vieilli à sec et une tour de champagne. Mes parents croyaient que j'avais payé chaque centime de cela par devoir filial. Ils avaient tort. J'ai ouvert notre chat de groupe familial. J'y ai joint une seule photographie. J'ai tapé un message court et précis, puis j'ai complètement éteint mon téléphone. Je n'ai pas ressenti le moindre soupçon de culpabilité en faisant signe au concierge et en commandant un mimosa. Je savais exactement la séquence d'événements que je venais de mettre en mouvement. À 14h, le directeur du lieu exigerait le solde final de $81 000. Le prélèvement automatique que j'avais programmé contre la ligne de crédit sur valeur domiciliaire de mon père rebondirait. Ses comptes bancaires seraient gelés. Les traiteurs rangeraient la nourriture et mes parents devraient affronter 200 investisseurs fortunés dans une salle de bal vide avec rien d'autre que de l'eau du robinet et leur réputation ruinée. Avant de vous dire exactement ce que disait ce texto et la ruine financière qu'il a déclenchée sur ma famille, veuillez prendre un instant pour liker et vous abonner à Sophia Told Stories. Mais faites-le seulement si vous croyez en la justice karmique. Aussi, laissez un commentaire et faites-moi savoir votre âge et d'où vous regardez aujourd'hui. J'adore voir qui fait partie de cette communauté. Maintenant, laissez-moi vous ramener 5 ans en arrière au jour où mon empathie est morte. Je venais de terminer summa cum laude avec un diplôme en gestion des affaires. 4 années de nuit sans sommeil, 2 emplois à temps partiel, $60 000 de prêts étudiants que j'ai signés seul sans un centime de leur aide. La cérémonie était prévue à 14h un samedi. À 10h, mon père, Richard, se tenait dans notre cuisine en faisant tourner ses clés de voiture autour de son index. Il refusait de croiser mon regard. Ma mère, Suzanne, se tenait près de la porte déjà vêtue d'une écharpe aux couleurs vert et or de l'équipe. Hilary, a dit mon père, d'une voix plate et agacée, la demi-finale régionale de soccer de Connor a été déplacée à cet après-midi. Nous devons y aller. Connor est mon jeune frère. Il avait 19 ans à l'époque et jouait dans une ligue amateur de soccer sur un terrain poussiéreux dans un comté voisin. Cela ne rapportait rien et ne signifiait rien. C'est ma remise de diplôme universitaire, ai-je murmuré. Mon père a soupiré. C'était le son universel d'un parent accablé par son enfant le moins favori. Une demi-finale régionale n'arrive qu'une seule fois, a-t-il dit en consultant sa montre. Tu vas juste traverser une scène. Cela signifie plus pour lui. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien lancé. Quelque chose dans ma poitrine s'est simplement cristallisé, durcissant en glace. J'ai regardé les 2 personnes qui étaient censées être mes plus grands soutiens. J'ai souri d'un sourire serré et parfait et j'ai dit, je comprends. J'ai traversé cette scène au son du silence, et je ne leur ai plus jamais rien demandé. Il y a 5 ans, je me tenais dans les 3 couloirs de mon appartement universitaire en tenant un cintre en plastique. Drapé dessus se trouvait une robe bon marché en polyester noir et une écharpe dorée brillante. L'écharpe indiquait summa cum laude. C'était un morceau de tissu qui coûtait $20 à la librairie du campus, mais il représentait 4 années d'épuisement pur et incessant. J'avais obtenu mon diplôme en gestion des affaires tout en équilibrant 2 emplois à temps partiel. Je travaillais tôt le matin dans un entrepôt logistique local, vérifiant les stocks avant le lever du soleil. Je passais mes soirées à servir aux tables dans un restaurant du centre-ville où les hommes d'affaires laissaient de mauvais pourboires et se plaignaient de la glace dans leurs boissons. Je faisais tout cela pour survivre tout en portant le poids de $60 000 de prêts étudiants. J'ai signé ces billets à ordre entièrement seul à 18 ans. Mon père, Richard, et ma mère, Suzanne, avaient clairement indiqué dès le début que leurs ressources financières étaient réservées à ce qu'ils considéraient comme des investissements familiaux vitaux. Je n'étais pas considéré comme un investissement vital. Lorsque j'ai présenté mes lettres d'acceptation à l'université,
mon père m'a tendu un dépliant sur l'aide fédérale aux étudiants et m'a dit que bâtir mon propre crédit construirait mon caractère. Je l'ai cru à l'époque. Je pensais que c'était une leçon d'indépendance. Je ne réalisais pas que c'était simplement une déviation de responsabilité. La cérémonie de remise des diplômes était prévue à 14 h de l'après-midi un samedi humide à la fin du mois de mai. J'avais conduit jusqu'à la maison de mes parents en banlieue ce matin-là. Le plan était simple. Nous aurions un petit déjeuner familial tranquille, prendrions quelques photos sur la pelouse avant, et conduirions ensemble jusqu'à l'arène universitaire. Je suis entré par la porte d'entrée à 9 h 30 en m'attendant à l'odeur du café ou au son de ma mère se précipitant pour finir son maquillage. Au lieu de cela, la maison était tendue. La cuisine était impeccablement propre. Aucune assiette ne traînait sur le comptoir. Aucun café ne coulait dans la cafetière. Mon père se tenait près de l'îlot en marbre en serrant son couvre-volant en cuir et un jeu de clés de voiture. Il portait son uniforme du week-end, pantalon kaki et polo repassé. Il refusait de me regarder. Son regard était fixé sur une pile de courriers non ouverts. Ma mère se tenait près de la porte arrière en tenant un thermos en acier isolé. Elle portait déjà une écharpe tricotée vert et or. C'étaient les couleurs du club de soccer amateur de mon frère, Connor. Connor avait 19 ans. Il jouait dans une ligue récréative régionale. Ce n'était pas une division universitaire. Ce n'était pas un chemin vers une draft professionnelle. C'était un terrain communautaire poussiéreux dans un comté voisin où des jeunes hommes qui avaient culminé au lycée allaient crier sur des arbitres bénévoles. Connor avait déjà abandonné son collège communautaire local après un semestre, affirmant que les professeurs ne comprenaient pas son style d'apprentissage. Depuis lors, son existence entière tournait autour de 2 entraînements de soccer par semaine et de demander de l'argent pour l'essence à nos parents. J'ai posé mon sac à vêtements sur le dos d'une chaise de salle à manger. Le silence dans la pièce était lourd, assez épais pour étouffer. J'ai regardé l'écharpe vert et or autour du cou de ma mère. Puis j'ai regardé les clés de voiture dans la main de mon père. Hilary, a dit mon père, d'une voix plate. Elle portait le ton spécifique et entraîné d'un homme se préparant à délivrer une déception dont il ne ressentait aucun remords. La demi-finale régionale de soccer de Connor a été déplacée à cet après-midi. L'autre équipe avait un conflit d'horaire avec le terrain. Nous devons y aller. Je suis resté figé. J'ai calculé la distance de conduite dans ma tête. Le complexe de soccer était à 1 heure au nord. Mon arène de remise des diplômes était à 40 minutes au sud. Ils ne pouvaient pas faire les deux. Ils avaient déjà fait leur choix. C'est ma remise de diplôme universitaire, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Elle est sortie comme une déclaration calme et mesurée des faits. Mon père a soupiré. C'était une expiration vive par le nez, le son universel d'un parent accablé par son enfant le moins favori. Il a croisé les bras sur sa poitrine, s'appuyant contre le comptoir. Écoute la raison, Hilary, a-t-il dit. Une demi-finale régionale n'arrive qu'une seule fois. Les éclaireurs pourraient être là aujourd'hui. Tu vas juste traverser une scène et t'asseoir sur une chaise pliante pendant 3 heures pendant que quelques doyens liment le nom. Tu as déjà le diplôme. Nous avons vu tes notes. Nous sommes fiers de toi. Mais cela signifie plus pour lui. Il a besoin de notre soutien aujourd'hui. J'ai tourné mon regard vers ma mère. Elle a ajusté le thermos dans ses mains et a offert un faible sourire compatissant qui n'a pas atteint ses yeux. Nous t'emmènerons dîner dans un bel endroit la semaine prochaine, ma chérie, a-t-elle promis. Nous pouvons aller dans ce restaurant italien que tu aimes en centre-ville. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas lancé mon sac à vêtements à travers la cuisine. Je n'ai pas exigé qu'il reste ni listé les sacrifices que j'avais faits pour mériter cette écharpe dorée. Les psychologues parlent souvent de la réponse combat ou fuite, mais il y a une troisième réaction, le gel. Mais ce n'était pas la peur qui m'a figé. C'était une clarté soudaine et profonde. Pendant 23 ans, j'avais fonctionné sous une illusion. Je croyais que l'amour était transactionnel. Je pensais que si je travaillais simplement plus dur, obtenais de meilleures notes, causais moins de problèmes et exigeais moins d'argent, j'obtiendrais éventuellement leur respect. Je pensais que les honneurs summa cum laude seraient la monnaie qui achèterait enfin l'attention de mes parents. Debout dans cette cuisine de banlieue impeccable en regardant mon père vérifier sa montre parce qu'il était impatient d'aller voir son fils adulte donner des coups de pied dans un ballon dans la terre, j'ai réalisé la vérité. La monnaie était fausse.
Le jeu était truqué depuis le début. Connor pouvait échouer à l'école, détruire sa voiture et accumuler des dettes de cartes de crédit, et il serait quand même le garçon en or. Je pouvais bâtir un empire à partir de zéro, et je serais quand même juste un inconvénient logistique. Quelque chose dans ma poitrine s'est simplement cristallisé. L'enfant désespéré en quête de validation est mort là, sur le plancher de bois franc. À sa place, une femme très froide et très patiente a pris le relais. J'ai ramassé mon sac à vêtements. J'ai lissé la housse en plastique. J'ai regardé directement dans les yeux de mon père. J'ai souri. C'était une expression serrée et parfaite, ne révélant rien du changement qui venait de se produire dans mon esprit. Je comprends, ai-je dit. Passez un bon moment au match. Je me suis retourné et je suis sorti par la porte d'entrée. J'ai conduit moi-même jusqu'à l'arène universitaire. J'ai navigué seul dans le parking bondé. Je me suis assise dans une salle d'attente avec des centaines d'autres étudiants qui ajustaient leur toque et scrutaient les tribunes à la recherche de leur famille. Quand ce fut mon tour, j'ai traversé la scène. Le doyen m'a serré la main et m'a remis la pochette de diplôme reliée en cuir. Pendant que d'autres noms étaient appelés, l'arène résonnait des sons de klaxons, de familles acclamant et de parents hurlant. Quand l'annonceur a lu Hilary Béatrix, le silence des tribunes supérieures était assourdissant. J'ai entendu le bruit de mes propres talons sur la scène en bois. Je suis descendu des marches. Je suis retourné à mon siège. Après la fin de la cérémonie, je ne me suis pas attardé sur la pelouse du campus pour prendre des photos près de la fontaine. Je suis retourné à mon petit appartement. J'ai commandé une pizza. J'ai encadré moi-même mon diplôme en utilisant un cadre en bois bon marché que j'ai acheté dans un magasin discount. Je l'ai accroché au mur au-dessus de mon bureau. Je l'ai regardé longtemps en mangeant une part de pizza dans l'obscurité calme de mon salon. J'ai fait un vœu à moi-même ce soir-là. Je ne demanderai plus jamais rien à Richard ou Suzanne Carvey. Je deviendrai entièrement autosuffisante. Je construirai un mur de sécurité financière et professionnelle si haut qu'ils ne pourraient jamais l'atteindre par-dessus. Et je regarderai attentivement leur dévotion aveugle envers mon frère éroder lentement leur vie parfaite. Je ne le savais pas alors, mais l'occasion de tester ce vœu prenait déjà forme. Pendant que j'accrochais mon diplôme au mur, Connor se déchirait un ischio-jambier sur ce terrain de soccer poussiéreux. C'était une déchirure musculaire mineure, mais il l'utiliserait comme excuse permanente pour abandonner complètement le sport, abandonner toute ambition physique et retourner définitivement dans le sous-sol de mes parents. Son déclin athlétique a marqué le début de son échec professionnel et le début de mon ascension corporate. La trajectoire du foyer Carvey au cours des 5 années suivantes s'est divisée en 2 chemins distincts. Mon frère a pris le chemin de la moindre résistance. Exactement 3 mois après qu'il eut ruiné le jour de ma remise de diplôme, Connor s'est déchiré l'ischio-jambier. Il sprintait pour un ballon lâche devant 30 spectateurs ennuyés un dimanche après-midi. Mes parents ont traité l'incident comme une tragédie nationale. Ma mère a passé des semaines à planer au-dessus de lui, à appliquer des packs de glace spécialisés et à porter des repas sur un plateau jusqu'à sa chambre. Quand le muscle a finalement guéri, Connor a annoncé qu'il ne retournait pas dans l'équipe. Il s'est assis à la table de la cuisine en sirotant un shake protéiné et a déclaré que le sport était trop politique. Il affirmait que les entraîneurs étaient aveugles au vrai talent et favorisaient les joueurs ayant des connexions. Mon père a hoché solennellement la tête en convenant que le système était truqué contre son fils. Connor a accroché ses crampons et les a échangés contre une chaise de jeu en cuir. Au moment où il a eu 24 ans, il avait établi une résidence permanente dans le sous-sol aménagé de mes parents. Il n'a pas obtenu d'emploi traditionnel. Il est devenu entrepreneur. C'était le mot précis que mon père utilisait chaque fois que les voisins ou les parents demandaient de ses nouvelles. En réalité, Connor rebondissait entre des schémas de marketing multiniveau. D'abord, il a essayé de vendre des suppléments alimentaires. Il a rempli le garage de mes parents de cartons de poudres imprononçables que personne ne voulait acheter. Quand cela a échoué, il est passé à un algorithme de trading de devises étrangères qui promettait des rendements quotidiens garantis. Il portait des costumes sur mesure pour filmer des vidéos de recrutement dans notre allée, s'appuyant contre la berline louée de mon père pour projeter une image de richesse. Il était le garçon en or. Il était en permanence poli et en permanence inutile. Il ne produisait rien d'autre que des excuses, et mes parents absorbaient chacune d'elles. Pendant ce temps, j'ai déménagé à Chicago. J'ai loué un studio si petit que je pouvais toucher l'évier de la cuisine depuis le bord de mon matelas.
J'ai commencé comme coordinatrice d'événements débutante dans une entreprise de logistique du Fortune 500. L'environnement était brutal. Je travaillais 70 heures par semaine. Je sautais les vacances. Je survivais au café noir et à une ambition implacable. J'ai appris à naviguer dans la réalité impitoyable de la gestion d'événements d'entreprise, où une seule erreur pouvait coûter à une entreprise des centaines de milliers de dollars. En moins de 3 ans, j'ai gravi les échelons pour devenir directrice senior d'événements. Ma réalité quotidienne consistait à orchestrer des galas d'entreprise à enjeux élevés, à gérer des budgets à 7 chiffres et à coordonner des salons professionnels internationaux. Plus important encore, j'ai appris l'anatomie d'un contrat. Je passais mes journées à traiter avec des traiteurs de luxe, des directeurs de lieux et des machinistes syndiqués. J'ai appris à protéger mon entreprise des fournisseurs qui ne livraient pas. J'ai appris les clauses de responsabilité, d'indemnisation et le pouvoir irrévocable d'une signature de garant. J'ai appris que dans le monde adulte, une promesse verbale ne signifie rien sans encre sur une page. Je suis devenu une architecte d'accords légaux en fer. J'ai compris exactement comment structurer un calendrier de paiement pour garantir que le signataire principal porte tout le risque financier. À mesure que mon salaire et mon titre augmentaient, la stratégie de communication de mes parents a changé. Ils appelaient rarement pour demander des nouvelles de ma vie. Ils ne demandaient jamais mes promotions ni comment je gérais les hivers rigoureux de Chicago. Mon téléphone ne sonnait que lorsqu'ils avaient besoin d'un prêt temporaire pour couvrir le dernier échec de Connor. Mon père appelait un mardi soir. Il demandait la météo pendant exactement 1 minute avant de pivoter vers le véritable ordre du jour. Il possédait une capacité remarquable à présenter ses exigences comme de petites faveurs. Hilary, disait-il, sa voix adoptant un ton familier et autoritaire, Connor a besoin d'un petit pré-relais pour son nouveau logiciel de marketing. Ce n'est que 1200 $. Il te remboursera le mois prochain quand ses chèques de commission arriveront. Je savais que les commissions n'arriveraient jamais. Je savais que le logiciel était une arnaque, mais j'envoyais l'argent quand même. 6 mois plus tard, ma mère appelait. Elle soupirait lourdement dans le combiné et expliquait que Connor avait besoin de 800 $ pour renouveler ses frais de licence d'entreprise parce que l'État était déraisonnable. J'envoyais cet argent aussi. 1500 $ pour un séminaire de réseautage à Miami. 900 $ pour réparer l'ordinateur portable qu'il avait fait tomber pendant une session de jeu. Je jouais le rôle de la banque fiable et silencieuse. Chaque fois que j'autorisais un virement, je ressentais une satisfaction froide et familière. Je n'envoyais pas l'argent par amour ou par devoir filial. Je l'envoyais parce que chaque transaction était un reçu. Je tenais un registre numérique méticuleux sur mon ordinateur portable personnel, un tableur caché protégé par un mot de passe. Je suivais chaque date, chaque montant en dollars et chaque fausse promesse de remboursement. Le ressentiment était une chose vivante et respirante dans ma poitrine. Il grandissait avec chaque notification bancaire. Je regardais mes parents drainer leurs propres ressources pour financer une fantaisie. Ils contractaient des prêts sur valeur domiciliaire pour maintenir leur style de vie confortable en banlieue tout en remettant leurs revenus disponibles à un fils qui refusait de travailler. Ils comptaient sur mon salaire d'entreprise pour colmater les trous dans leur navire qui coulait. Ils me voyaient comme un puissant fonds d'argent d'urgence. Ils supposaient que mon silence signifiait la conformité. Ils ne réalisaient pas que je gardais le score. Je les laissais croire que j'étais la fille dévouée. Je les laissais penser que j'étais facilement manipulable. Chaque virement de 1200 $ était un investissement dans mon propre détachement futur. J'achetais ma liberté un prêt impayé à la fois. Je construisais une piste papier de leur incompétence financière. Si vous avez déjà été la personne désignée pour arranger les choses dans une famille qui vous traite comme un distributeur automatique personnel, vous savez exactement à quel point ce fardeau est lourd. Vous connaissez l'épuisement de regarder des gens exiger votre stabilité durement gagnée pour financer leurs choix imprudents. Si vous comprenez ce genre spécifique de fureur silencieuse, écrivez le mot « trousse » dans les commentaires tout de suite. Mes parents croyaient que cette dynamique durerait pour toujours. Ils pensaient que je continuerais à financer leur enfant en or pour l'éternité. Cette supposition a pavé la voie à l'exigence la plus arrogante qu'ils aient jamais faite. Le conflit chevauchant a commencé il y a 7 mois lorsqu'ils m'ont convoqué à la maison pour un rare dîner familial afin d'annoncer leur retraite anticipée. L'équilibre délicat de notre dynamique familiale a basculé brusquement il y a 7 mois. Mes parents ont décidé de prendre une retraite anticipée.
Mon père quittait son poste intermédiaire dans une firme d'assurance et ma mère quittait son emploi de bureau municipal. Ils m'ont convoqué en banlieue pour un dîner dominical. C'était une invitation rare. Habituellement, nous ne nous voyions que lors des grandes fêtes ou lorsque Connor avait besoin d'une aide financière. Quand je suis arrivé, ma mère avait dressé la table de la salle à manger avec sa belle porcelaine. Connor était déjà assis, faisant défiler son téléphone et ignorant la conversation. Mon père était assis en tête de table. Il ne ressemblait pas à un homme se préparant à profiter de ses années dorées. Il semblait énergisé, calculateur et ambitieux. Dès que ma mère a servi le poulet rôti, mon père s'est raclé la gorge et a tapé sa fourchette contre son verre d'eau. « Nous avons une annonce », a-t-il dit. « Ta mère et moi prenons officiellement notre retraite à la fin de l'année, mais nous ne nous effaçons pas simplement en silence. Nous allons organiser une fête, une vraie célébration. Nous voulons un gala, 200 personnes à Lockwood Country Club. » J'ai posé lentement ma fourchette. Je connaissais bien Lockwood Country Club. C'était le lieu premier dans la région triétatique. Il ne servait qu'aux politiciens de vieille fortune et aux cadres d'entreprise. Leur liste d'attente était notoirement longue et leur structure de prix était conçue pour filtrer. « Papa », ai-je dit, gardant un ton neutre, un gala de 200 personnes à Oakwood est une entreprise de 50 000 $ au minimum. Ils exigent un traiteur interne obligatoire et une liste de fournisseurs préférés pour les fleurs. Mon père s'est adossé à sa chaise et a croisé les bras. Il a offert un sourire serré et entendu. « Eh bien, Hilary, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de condescendance, c'est pourquoi nous te le disons. Tu fais cela pour gagner ta vie. Tu as les connexions, les rabais fournisseurs et l'expertise. De plus, j'utilise cet événement pour lancer en douceur ma nouvelle firme de conseil en assurance privée. Tous mes clients cibles seront là, les directeurs régionaux, les vice-présidents, les gestionnaires de patrimoine. J'ai besoin de faire une déclaration. » Il ne prenait pas sa retraite. Il pivotait. Il utilisait une fête de retraite comme cheval de Troie pour lancer une deuxième carrière lucrative, et il s'attendait à ce que je finance toute la campagne de marketing. « Nous t'avons soutenu toute ta vie », a continué mon père en écartant les mains dans un geste de sacrifice bienveillant. « Nous avons mis un toit sur ta tête et nous t'avons nourri. Considère cela comme ton cadeau ultime pour nous, une façon de montrer ta gratitude pour tout ce que nous avons fait. » Il n'a pas demandé, il a ordonné. Il a invoqué une vie entière d'obligations parentales de base comme une dette que je lui devais. Il a égalé le fait de nourrir un enfant à une fête de lancement d'entreprise de 50 000 $. Connor a finalement levé les yeux de son téléphone. « Ouais, a-t-il ajouté, la bouche pleine de poulet, monte au créneau. Maman et papa méritent le meilleur. Tu parles toujours de ces événements chics que tu organises en ville. C'est ta chance de faire quelque chose d'utile pour la famille. » J'ai regardé mon jeune frère. Connor n'avait pas payé sa propre facture de téléphone portable depuis 2018. Il portait un sweatshirt de designer que ma mère avait acheté pour son anniversaire. Il avait 24 ans, vivait sans loyer et offrait son approbation enthousiaste pour un fardeau financier qu'il ne porterait jamais. L'audace pure de son commentaire était à couper le souffle. Il voulait que je me ruine. Il voulait que je vide mes économies, que je maxe mes lignes de crédit et que j'engage ma réputation professionnelle pour financer un projet de vanité. Il voulait que j'orchestre un événement de haute société impeccable afin que mon père puisse sécuriser des contrats de conseil pendant que leur garçon en or se prélassait et offrait des critiques non méritées. J'ai regardé les trois assis autour de cette table de salle à manger polie. Ils étaient parfaitement alignés contre moi, un front uni d'enticlement. Ils me voyaient comme ils l'avaient toujours fait, non pas comme une fille, non pas comme une adulte indépendante, mais comme une ressource à extraire. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu exposer mes propres obligations financières. J'aurais pu leur rappeler que j'avais payé moi-même mes frais de scolarité universitaire et construit ma propre carrière. J'aurais pu refuser catégoriquement et partir. Mais en regardant le visage suffisant et plein d'attente de mon père, je me suis souvenu du jour de ma remise de diplôme. Je me suis souvenu des chaises pliantes vides dans l'arène et de la vérité inébranlable que leur amour était une monnaie que je ne pourrais jamais gagner. Si je refusais, ils se plaindraient simplement de mon égoïsme auprès de tous les parents et amis de la famille. Ils tisseraient un récit d'une fille ingrate qui avait abandonné ses parents travailleurs dans leur heure de besoin. Mais si j'acceptais, si je prenais le contrôle de l'événement, je pourrais construire le contrat. Je pourrais dicter les termes.
Je pourrais structurer la responsabilité. J'ai pris mon verre d'eau. La condensation était froide contre ma paume. J'ai pris une gorgée lente et délibérée. J'ai laissé le silence s'étirer quelques secondes de plus que confortable. J'ai regardé mon père et j'ai souri, exactement le même sourire serré et parfait que je lui avais donné il y a 5 ans quand il avait choisi un terrain de soccer poussiéreux plutôt que mon diplôme universitaire. Tu as raison, ai-je dit doucement. Vous méritez une célébration qui reflète exactement ce que vous avez gagné. Je m'occuperai de tout. Ma mère a claqué des mains, ravie. Mon père a hoché la tête, paraissant immensément satisfait de ses propres capacités de persuasion. Connor est retourné à faire défiler son téléphone. Ils m'ont tendu les rênes sans une seconde pensée. Ils étaient complètement inconscients de ce que je fais réellement pour gagner ma vie. Ils pensaient que la planification d'événements consistait simplement à choisir les couleurs de linge et à goûter les saveurs de gâteau. Ils ne comprenaient pas que mon travail porte fondamentalement sur la gestion des risques. Dans le monde de la logistique d'entreprise, chaque détail est lié par des accords légaux. Chaque fournisseur exige une garantie. Chaque lieu exige un signataire principal. Je savais comment construire une piste papier qui résisterait à un audit fédéral. Je savais comment m'isoler de la ruine financière tout en liant légalement les vrais clients à la dette. Quand j'ai conduit de retour à Chicago ce soir-là, mon esprit courait déjà. Je ne planifiais pas une fête. Je construisais un piège. Je devais sécuriser Lockwood Country Club sous un ensemble spécifique de conditions financières. Je devais rédiger un accord de service maître qui semblait standard mais contenait des mécanismes cachés. Je devais m'assurer que lorsque la facture finale et dévastatrice arriverait, mon nom ne serait nulle part près de la clause de responsabilité. Le lendemain matin, je suis entré dans mon bureau et j'ai rédigé la demande initiale de lieu. J'ai mis les roues en mouvement pour un événement qui redéfinirait notre hiérarchie familiale. J'étais sur le point de leur donner exactement ce qu'ils avaient demandé, et cela allait leur coûter tout. Mes parents m'ont tendu les rênes de leur gala avec le renvoi décontracté des cadres assignant une course à café à un stagiaire. Ils n'ont pas demandé de logistique. Ils n'ont pas demandé de négociation avec les fournisseurs ni de planification de contingence. Ils ont simplement supposé que mon rôle était de sélectionner des porte-serviettes et de s'assurer que le champagne était correctement refroidi. Ils sont restés profondément inconscients des mécaniques réelles de ma profession. En tant que directrice senior d'événements d'entreprise, mon existence entière tourne autour de la responsabilité. Je ne planifie pas seulement des fêtes, je gère les risques. Je passe mes journées à construire des barricades légales qui protègent mon entreprise des catastrophes imprévisibles. Je comprends le langage précis requis pour tenir un client responsable. Je sais exactement comment structurer un accord pour que, lorsqu'une facture arrive à échéance, il n'y ait aucune ambiguïté sur qui doit payer. Le matin après notre 10e dîner familial, je me suis assise à mon bureau à Chicago donnant sur la ligne d'horizon de la ville. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger l'architecture de ma vengeance. J'ai approché Lockwood Country Club non pas comme une fille planifiant un rassemblement familial, mais comme une professionnelle chevronnée représentant un client à haut patrimoine net. Lockwood Country Club fonctionne sur un modèle financier strict. Il sert une démographie qui s'attend à la perfection et est prête à payer des primes exorbitantes pour l'exclusivité. Une réservation exclusive un samedi soir pour 200 invités exige un engagement substantiel. La procédure standard dicte un dépôt non remboursable de 50% à la signature, le solde restant du 30 jours avant l'événement. Je devais contourner cette structure standard. Si Lockwood exigeait un dépôt immédiat de $25 000, mon père rechignerait. Il scruterait les chiffres et tout le plan se défrait avant même de commencer. Je devais un mécanisme qui retarderait l'impact financier jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour annuler. J'ai utilisé mes connexions d'entreprise et un peu de levier de l'industrie. J'ai convaincu le département des finances d'Lockwood de renoncer au dépôt initial traditionnel en échange d'une lettre de crédit standard dans l'industrie. C'est une pratique courante dans la planification d'entreprises de haut niveau. Elle garantit essentiellement le paiement en permettant au lieu de prélever directement des fonds d'un compte d'actifs vérifier si la facture n'est pas réglée à une date limite spécifique. J'ai structuré le contrat Lockwood en utilisant les modèles les plus rigoureux de mon entreprise. J'ai retiré mon propre nom de tout champ indiquant une responsabilité financière. Je me suis listé strictement comme l'agent de consultation autorisé. J'ai désigné Richard et Suzanne Carvey comme les garants principaux. J'ai rédigé un accord de service maître conçu spécifiquement pour exploiter l'arrogance de mon père.
Le document principal était 20 pages de jargon légal dense et standard détaillant les ordonnances sur le bruit, la logistique du stationnement et les codes vestimentaires. Dans la section financière, j'ai intentionnellement laissé le total exact vide, listant le budget estimé comme à déterminer en fonction du nombre final de participants et des sélections spécifiques de fournisseurs. Cependant, les chiffres contraignants, les conditions de paiement et l'autorisation de la lettre de crédit étaient enterrés dans un addendum crypté. Cet addendum accordait explicitement à Okud l'autorité légale d'exécuter un virement automatique programmé contre la ligne de crédit sur valeur domiciliaire de mon père. Mes parents avaient ouvert cette ligne de crédit il y a une décennie pour rénover leur cuisine et financer la brève tentative infructueuse de Connor de lancer une entreprise de revente de baskets. C'était un actif substantiel lié directement à la valeur de leur maison en banlieue. En signant l'addendum, mon père autoriserait inconsciemment le lieu à prélever le solde final directement sur ce compte exactement 48 heures avant le gala. Si les fonds étaient insuffisants, le lieu conserverait le droit de placer un privilège mécanique sur la propriété. J'ai téléchargé les documents sur un portail client sécurisé. Ce logiciel est un outil standard dans mon industrie. Il suit l'engagement des utilisateurs. Il enregistre le moment exact où un document est ouvert, combien de temps il est consulté et quand une signature numérique est appliquée. Il crée un registre chronologique incontestable de consentement. J'ai envoyé le lien à l'email de mon père un mardi après-midi. J'ai inclus une note brève et joyeuse. Salut papa, voici l'accord initial du lieu pour sécuriser notre data Okud. C'est principalement des renonciations de responsabilités standards concernant le bruit et la conduite des invités. Le budget est encore fluide en fonction de tes choix de menu final, donc j'ai laissé cette section vide pour l'instant. Veuillez examiner et signer afin que nous puissions réserver la salle de bal. J'ai appuyé sur Envoyer. Puis j'ai ouvert le tableau de bord analytique sur mon deuxième moniteur et j'ai attendu. Mon père est un homme qui croit être la personne la plus intelligente dans n'importe quelle pièce. C'est un gestionnaire d'assurance intermédiaire qui suppose que sa brève exposition aux politiques d'entreprise fait de lui un expert en toute matière légale. Il croit que lire les petits caractères est une tâche pour les subordonnés. Il fonctionne sur l'hypothèse que sa propre fille ne posséderait jamais l'intellect ou l'audace de le surpasser. Le tableau de bord a bipé. Richard Carvé avait ouvert l'email. J'ai regardé les horodatages numériques défiler sur mon écran. Le portail indiquait qu'il avait accédé à l'accord de service maître principal. Il a fait défiler 20 pages de texte en moins de 8 secondes. Il n'a pas lu un seul paragraphe sur l'indemnisation ou les politiques d'annulation. Il est arrivé à la page de signature. Il a coché la case confirmant qu'il avait lu et compris tous les addendums associés. Il n'a pas ouvert l'addendum crypté. Il n'a pas regardé l'autorisation de lettre de crédit. Il n'a pas vu la clause liant explicitement le paiement final à son compte de ligne de crédit domiciliaire. Il a cliqué sur Tout accepter. L'ensemble du processus, depuis l'ouverture de l'email jusqu'à l'application de sa signature numérique légalement contraignante, a pris exactement 14 secondes. J'ai expiré lentement. La tension qui nouait mes épaules depuis le dîner dominical s'est enfin relâchée. J'ai téléchargé les documents exécutés et les ai enregistrés dans un dossier crypté dédié sur mon disque dur. Il l'avait fait. Il avait légalement autorisé un déclencheur financier massif et il était complètement aveugle à la réalité de ce qu'il venait de signer. Il pensait qu'il sécurisait une salle de bal pour une fête qu'il s'attendait à ce que je finance. En réalité, il venait de remettre à un country club de premier ordre les clés de sa stabilité financière. Le piège était posé. Il était en fer, soutenu par son propre adresse IP vérifiée et sa signature numérique. L'horloge du compte à rebours avait commencé à tourner vers cette fenêtre de prélèvement automatique de 48 heures. J'ai passé les semaines suivantes à orchestrer l'événement avec une précision froide. J'ai réservé le meilleur forfait traiteur Coco d'Offray. J'ai sélectionné du filet mignon vieilli à sec et du risotto aux truffes. J'ai commandé des spiritueux haut de gamme pour le bar ouvert. J'ai engagé une équipe d'éclairage spécialisée pour mettre en valeur le podium où mon père prévoyait d'annoncer sa nouvelle firme de conseil. J'ai veillé à ce que chaque détail crie luxe et exclusivité. Chaque fois que mes parents appelaient pour vérifier l'avancement, ils ne demandaient pas le coût. Ils demandaient seulement l'esthétique. Ma mère voulait savoir si les linges étaient de la vraie soie. Mon père voulait s'assurer que le service de voiturier pouvait gérer 200 véhicules de luxe. Je les ai assurés que tout était géré au plus haut standard. Je construisais un chef-d'œuvre d'événement. Un gala scintillant et impeccable qui coûterait environ 81 000 $.
Chaque choix extravagant qu'ils exigeaient était simplement ajouté à la facture finale attendant silencieusement dans l'addendum crypté. Pendant que je finalisais les plans de table et coordonnais les livraisons florales, ma propre vie personnelle atteignait un jalon significatif. Je me préparais à célébrer une réussite pour laquelle j'avais travaillé pendant des années. Je pensais que, peut-être juste cette fois, ma famille pourrait se présenter pour reconnaître mon succès sans ramener le projecteur sur mon frère. Cet espoir fragile était sur le point d'être anéanti par une annonce qui prouverait exactement à quel point leur illusion était profonde. 3 mois avant l'événement à Lockwood Country Club, ma vie personnelle a atteint un jalon significatif. J'ai finalisé l'achat de ma première maison. C'était un beau condominium historique situé au cœur de Chicago. L'espace présentait des murs de briques apparentes, des plafonds élevés et des planchers de bois franc d'origine qui craquaient légèrement sous les pieds. J'ai obtenu le prêt hypothécaire de 30 ans entièrement sur mon propre mérite. Il n'y avait aucun cosignataire parental et aucun acompte offert. J'ai gagné chaque pied carré de cette propriété grâce à des années de navigation dans une logistique d'entreprise épuisante et en économisant chaque dollar disponible. Franchir cette porte d'entrée et tourner le verrou avec ma propre clé m'a procuré un profond sentiment d'indépendance. Je voulais célébrer cette victoire. J'ai invité mes parents et mon frère pour un brunch dominical. J'ai passé 2 journées entières à préparer leur arrivée. J'ai visité une boulangerie artisanale locale pour me procurer des pâtisseries fraîches. J'ai cuisiné une quiche complexe aux gruyères et aux épinards. J'ai dressé ma nouvelle table à manger avec des serviettes en lin craquant et des couverts polis. J'ai arrangé des tulipes fraîchement coupées dans un vase en verre lourd. Je voulais simplement que ma famille entre dans ma maison et reconnaisse la vie sécurisée et stable que j'avais construite à partir de zéro. Le brunch était prévu pour commencer à 11 h du matin. J'avais le café en train de couler et les mimosas refroidis. À 11h45, le panneau d'interphone près de ma porte d'entrée a enfin bourdonné. J'ai appuyé sur le bouton de déverrouillage et j'ai attendu dans l'entrée. Je pouvais entendre mon père se plaindre résonner dans la cage d'escalier avant même que son visage n'apparaisse. Ils ont franchi mon seuil non pas avec des félicitations ou des embrassades chaleureuses, mais avec une litanie de griefs. Mon père s'est frotté les tempes et s'est lancé dans une tirade sur la situation du stationnement dans la rue. Il affirmait avoir dû faire 3 fois le tour du pâté de maison et craignait que sa berline louée ne subisse des dommages de la part de conducteurs imprudents de la ville. Ma mère l'a suivi de près en portant une bouteille bon marché de vin discount. Elle me l'a tendu sans croiser mon regard et a immédiatement commenté le courant d'air perçu provenant des fenêtres historiques du sol au plafond. Connor les suivait main dans la main avec sa nouvelle petite amie, Britney. Britney était une influenceuse de style de vie en herbe qui traitait chaque environnement comme un décor pour son fil de médias sociaux. Elle portait des lunettes de soleil de designer surdimensionnées à l'intérieur et tenait un stabilisateur gimbal. Elle a passé les 10 premières minutes à enregistrer les briques apparentes et la vue sur la ville pour ses followers sans prononcer un seul mot de salutation à mon égard. Elle traitait ma nouvelle maison comme un studio loué. Personne n'a complimenté le condominium. Personne n'a demandé le processus de clôture complexe ou les détails du quartier. Nous nous sommes rassemblés autour de ma table à manger. J'ai versé les mimosas refroidis et servi la quiche chaude. L'atmosphère semblait tendue et lourde. Je me suis assise en tête de table en tenant ma flûte en cristal. J'ai attendu patiemment une pause dans le monologue continu de mon père sur l'application des règles de stationnement à Chicago. J'ai pris une lente inspiration en me préparant à porter un toast. Je voulais commémorer la clôture de mon hypothèque et leur souhaiter la bienvenue dans ce nouveau chapitre de ma vie. Avant même que le bord de mon verre ne puisse atteindre mes lèvres, ma mère a pris sa fourchette en argent. Elle a tapé le métal contre son verre en cristal. Le son aigu a traversé la salle à manger en interrompant toute conversation. Nous avons une annonce incroyable. Elle rayonnait. Son visage était rouge d'une excitation sincère. Elle a tendu la main par-dessus la table et a saisi celle de Connor. Richard et moi avons parlé avec Connor et Britney. Puisque le gala de retraite va être un si beau rassemblement de tous nos amis et de la famille, nous avons décidé d'en faire une célébration double. Connor va être le DJ officiel de la soirée et encore mieux. Lui et Britney vont utiliser le projecteur pour annoncer leur fiançailles. Je me suis figé en tenant mon verre suspendu en l'air. J'ai regardé Britney qui inclinait déjà son téléphone pour enregistrer son propre sourire timide. J'ai regardé mon frère qui se tenait le torse bombé en paraissant extrêmement satisfait de lui-même. Puis j'ai regardé mes parents. L'ampleur pure de leur tromperie s'est installée sur moi comme un lourd manteau d'hiver.
Il ne me demandait pas seulement de financer un lancement d'entreprise et une fête de retraite. Il détournait secrètement toute la soirée. Il transformait un événement de haute société en un gala de fiançailles pour leur fils sans emploi et sa petite amie influenceuse. Et il s'attendait à ce que je paie l'addition pour tout le spectacle. Mon père s'est penché en avant en coupant sa part de quiche. Hilary, a-t-il dit, d'un ton entièrement décontracté, tu devras contacter le fleuriste lundi. Britney a une vision très spécifique pour les photos de la demande. Nous devons améliorer les centres de table en rose blanche importés. Assure-toi qu'ils construisent une arche florale près du podium pour le grand moment. Il a donné l'ordre sans la moindre hésitation. Il n'a pas demandé si le budget pouvait accommoder le changement soudain. Il n'a pas demandé si cela me dérangeait de partager le projecteur d'un événement que j'organisais activement et que je présumais financer. C'était un écho parfait et en temps du jour de ma remise de diplôme universitaire. Une fois de plus, mes réalisations tangibles et durement gagnées étaient éclipsées par les jalons fabriqués de Connor. Ma nouvelle maison, l'hypothèque de 30 ans que j'ai signée, la carrière rigoureuse que j'ai construite, tout cela ne signifiait rien comparé à une annonce de fiançailles entre deux personnes qui ne possédaient pas une seule source de revenus fiable. L'histoire se répétait juste dans ma propre salle à manger. Ce mot je n'ai pas élevé la voix ni exigé qu'il quitte ma propriété. J'ai simplement regardé le visage plein d'attente de mon père et le sourire radieux de ma mère. J'ai abaissé mon verre sur la table. J'ai tendu la main vers la bouteille de champagne refroidie reposant au centre de la table. J'ai rempli à nouveau le verre de ma mère. Puis j'ai rempli à nouveau le verre de mon père. J'ai souri. C'était la même expression creuse et entraînée que j'avais perfectionnée au cours des 5 dernières années. Cela semble être un plan spectaculaire, leur ai-je dit, gardant ma voix légère et égale. Je m'assurerai que les améliorations florales soient ajoutées à la facture maître immédiatement. Ils ont levé leur verre dans un toast joyeux à Connor et Britney. Ils ont entrechoqué leur flûte en célébrant leur garçon en or. Ils n'avaient aucune idée que chaque rose blanche importée qu'ils exigeaient n'était qu'un poids supplémentaire ajouté à l'encre financière déjà attachée autour de leur cou. Étage 2 jours plus tard, quand Connor m'a envoyé sa liste personnelle d'exigences exorbitantes, la vraie frénésie de dépenses a commencé. Le mardi matin suivant ce brunch dominical désastreux, je me suis assise à mon bureau en tenant une tasse de café noir. Ma boîte de réception a tinté. La notification affichait un email de mon frère. Il ne m'avait pas envoyé d'email direct depuis plus de 3 ans. La ligne d'objet disait « Configuration des fiançailles au gala ». J'ai posé ma tasse de café et j'ai ouvert le message. Connor ne s'était pas embarrassé d'une salutation. Il s'est immédiatement lancé dans une liste à puce d'exigences. Il m'a informé que puisqu'il faisait ses débuts officiels en tant que disque jockey professionnel devant l'élite de Chicago, il ne pouvait pas compter sur les haut-parleurs de base du lieu. Il exigeait une configuration complète de niveau club. Il avait joint un document de 5 pages intitulé « Vision Board ». Ses exigences pour la partie fiançailles de la soirée étaient stupéfiantes. Elle demandait une tour de champagne à 6 étages utilisant des verres coupes vintage. Elle exigeait un éclairage blanc spécialisé pour laver les murs de la salle de bal pendant la demande. Elle insistait aussi sur un vidéographe itinérant dédié pour capturer le moment sous plusieurs angles pour ses followers de médias sociaux. Au bas de l'email, Connor avait tapé une seule phrase de conclusion, « Papa a dit que tu couvrirais tout cela comme notre cadeau de fiançailles. » Je me suis adossé à ma chaise de bureau ergonomique et j'ai fixé l'écran lumineux. L'ampleur pure de leur entitlement était à couper le souffle. Il s'attendait à ce que je finance une demande en mariage de luxe déguisée en fête de retraite. Mon père avait volontairement offert mon compte bancaire pour financer la dernière illusion de son garçon en or. Il y a 5 ans, j'aurais peut-être pleuré. J'aurais peut-être appelé ma mère pour argumenter en plaidant pour une semblance d'équité ou de respect de base. Ce matin-là, je n'ai ressenti rien d'autre qu'un focus froid et calculateur. La famille Carvé fonctionnait sous l'hypothèse que la planification d'événements n'était qu'une question de glisser une carte de crédit. Il manquait de toute compréhension de la logistique d'entreprise. Les établissements haut de gamme comme Lockwood Country Club fonctionnent sur des protocoles de responsabilité stricts. Un fournisseur extérieur ne peut pas simplement entrer dans une salle de bal de luxe et brancher des subwoofers industriels sur leur grille électrique. Le lieu exige un certificat d'assurance. Ce document prouve que le fournisseur détient au moins $1 million de couverture de responsabilité générale. Connor ne possédait pas de licence d'entreprise enregistrée, encore moins une police d'assurance commerciale active.
C'était un jeune de 24 ans sans emploi vivant dans un sous-sol. S'il faisait sauter un circuit ou endommageait le plancher de danse historique d'Oakwood, le country club poursuivrait immédiatement les garants principaux. J'aurais pu répondre à son email et expliquer ses réalités logistiques. J'aurais pu lui dire que le lieu rejetterait sa configuration amateur. Au lieu de cela, j'ai choisi d'être parfaitement conforme. J'ai décidé de donner à mon frère et à mon père exactement ce qu'ils avaient demandé. J'ai pris mon téléphone de bureau et j'ai composé le numéro de l'entreprise de location audio haut de gamme que Connor avait lié dans son email. Je me suis présenté en utilisant mon titre d'entreprise. J'ai informé le responsable de la location que j'organisais un événement privé à Oakwood et que je devais sécuriser le forfait d'équipement Pioneer pour un artiste invité. Le responsable était ravi d'obtenir la réservation, mais il a rapidement évoqué la garantie de sécurité. Louer pour $6 000 d'équipement audio délicat nécessite une retenue substantielle. Le responsable a expliqué qu'il devait placer $10 000 sur une carte de crédit majeure pour couvrir tout dommage potentiel, haut-parleur brûlé ou retour retardé. C'était l'occasion parfaite pour resserrer le piège. Plusieurs semaines auparavant, mon père m'avait fourni les numéros de sa carte de crédit platine principale. Il m'avait dit de la garder en dossier pour ce qu'il appelait des incidents mineurs comme des serviettes améliorées ou des cartes de placement spécialisées. Il supposait que les charges seraient triviales. J'ai lu le numéro de carte de crédit de mon père au responsable de la location audio. J'ai instruit l'entreprise de lister Connor Carvey comme l'opérateur principal de l'équipement. Cela flatterait l'ego fragile de mon frère, le faisant se sentir comme un vrai professionnel. Cependant, j'ai explicitement lié le dépôt de dommages de $10 000 à la carte platine de Richard Carvey. Si Connor renversait une boisson sur la console de mixage, mon père supporterait la pénalité financière. Si Connor faisait brûler un subwoofer en essayant d'impressionner sa petite amie, l'entreprise de location convertirait instantanément cette retenue d'autorisation en charge permanente. Mon frère tenait maintenant une grenade financière et la goupille était attachée directement au portefeuille de mon père. Après avoir finalisé l'équipement audio, j'ai tourné mon attention vers le vision board extravagant de Britney. J'ai rédigé un email au coordinateur d'événements d'Oakwood. J'ai demandé l'ajout immédiat de la tour de champagne vintage à 6 étages. J'ai approuvé le forfait d'éclairage blanc spécialisé pour le périmètre de la salle de bal. J'ai contacté une firme de vidéographie premium qui collaborait fréquemment avec mon entreprise de logistique et j'ai réservé leur meilleur caméraman itinérant pour un bloc de 4 heures. Je n'ai payé un seul article avec mes propres fonds. J'ai acheminé chaque demande via le système de facturation interne du Country Club. Je me suis connecté au portail client sécurisé. J'ai ouvert l'addendum maître crypté que mon père avait aveuglément signé des semaines plus tôt. J'ai regardé les chiffres grimper. Le coût original de traiteur et de lieu se situait à environ $50 000. Avec les roses blanches importées, l'équipement audio, la tour de champagne, l'éclairage spécialisé et le vidéographe, le budget total a gonflé rapidement. J'ai mis à jour le registre. Le nouveau solde du 48 heures avant l'événement a atteint un douloureux $81 000. Chaque exigence extravagante qu'il faisait ajoutait plus de poids à l'enclume suspendue au-dessus de leur tête. Ils pensaient profiter d'une fille riche et réussie. Ils croyaient avoir réussi à me manipuler pour financer leurs rêves. En réalité, ils construisaient leur propre bloc d'exécution brique par brique. J'ai fermé le portail de facturation et j'ai envoyé une brève réponse joyeuse à Connor. Je lui ai dit que tout était réservé. Je l'ai assuré que l'équipement l'attendrait au lieu et que le vision board de Britney était exécuté à la perfection. Il a répondu 3 minutes plus tard avec un seul emoji pouce levé. Pas de merci, pas de gratitude, juste un geste numérique de conformité attendu. J'ai passé les 2 mois suivants à gérer mon emploi d'entreprise exigeant tout en orchestrant simultanément leur gala fantôme. Le volume pur de travail était punitif. Je coordonnais la logistique de fret international pour mes vrais clients pendant la journée et je révisais les schémas de traiteurs d'Oakwood la nuit. Porteur le poids de ce secret a commencé à prélever un tribut sur mon corps. Le système nerveux humain n'est pas conçu pour soutenir ce niveau d'adrénaline supprimé pendant des mois d'affilée. Je fonctionnais avec 4 heures de sommeil par nuit. Je sautais des repas. Je buvais trop de caféine. Je me poussais jusqu'à la limite physique absolue pour m'assurer que chaque détail du piège était légalement inattaquable. Le stress de maintenir l'illusion de la fille dévouée tout en complotant méticuleusement leur ruine financière drainait mon système immunitaire. J'ignorais la douleur persistante dans mes articulations. J'ignorais l'irritation dans ma gorge.
Je me disais que je devais juste survivre jusqu'au week-end de la fête de retraite. Mais la biologie ne se soucie pas des calendriers d'entreprise ni des complots de vengeance familiale. Juste 5 jours avant que les 200 invités soient prévus pour arriver au country club, mon corps a enfin capitulé. Un symptôme mineur a rapidement spiré en une crise médicale sévère, me forçant dans une situation qui révélerait la vérité finale impardonnable sur les personnes qui m'avaient élevé. Le rythme implacable de la gestion de mes responsabilités d'entreprise tout en architecturant simultanément le fantôme gala de 81 000 $ a finalement brisé ma résilience physique. Le corps humain ne peut soutenir un état de fureur supprimé et de privation de sommeil que pendant un certain temps avant d'imposer un arrêt obligatoire. Exactement 5 jours avant l'événement à Lockwood Country Club, je me suis effondré. Je me suis réveillé un lundi matin en frissonnant violemment malgré être enfoui sous 2 couettes lourdes. Ma gorge semblait tapissée de verre brisé. Quand j'ai essayé de me lever, ma vision s'est rétrécie en tunnel dans l'obscurité et je me suis effondré contre le matelas. J'ai réussi à localiser mon thermomètre numérique. La lecture brillait d'un rouge vif, 103 degrés. J'ai appelé un service de covoiturage pour m'emmener à la clinique de soins urgents la plus proche. Le médecin traitant a jeté un seul regard sur ma peau pâle et mes yeux enfoncés et m'a immédiatement transféré à la salle d'urgence du Northwestern Memorial Hospital. J'ai été diagnostiqué avec une infection virale sévère compliquée par une déshydratation extrême et l'épuisement. Les infirmières de la salle d'urgence m'ont installé dans un lit d'hôpital étroit. Elles ont inséré une ligne intraveineuse dans le dos de ma main gauche, pompant un flux constant de solutions salines et d'antibiotiques à large spectre dans ma circulation sanguine. Les moniteurs bipaient rythmiquement en enregistrant mon rythme cardiaque élevé et ma respiration superficielle. Je suis resté allongé là à fixer les lumières fluorescentes stériles en me sentant complètement vidé. Malgré le brouillard de la fièvre, les habitudes ancrées d'une directrice d'événements refusaient de s'arrêter. La chronologie maître pour le gala de retraite et de fiançailles tournait en boucle dans ma tête. Je savais que la boulangerie de luxe exigeait une confirmation de fenêtre de livraison finale à 15 h de l'après-midi. Habituellement, je gérais ces appels sans heurts. Mais mes cordes vocales étaient si enflammées que je pouvais à peine gérer un murmure rauque. J'ai tendu la main vers mon téléphone reposant sur le plateau en plastique à côté du lit. J'ai ouvert le chat de groupe familial. Je voulais croire que faire face à une urgence médicale légitime pourrait momentanément percer leur mur d'auto-absorption. Je pensais que sûrement voir leur fille dans un lit d'hôpital provoquerait un affichage de base de préoccupation parentale. J'ai pris une photographie de ma main. L'image montrait clairement le tube transparent de la ligne 4 collé sur ma peau meurtrie avec la couverture d'hôpital et le moniteur cardiaque visible en arrière-plan. J'ai tapé un message bref, admise aux urgences avec une infection virale sévère et une déshydratation. La fièvre est très élevée. Je ne peux pas parler pour le moment. Maman, peux-tu s'il te plaît appeler la boulangerie artisan et confirmer la fenêtre de livraison pour samedi? Le numéro est dans le dossier maître. J'ai envoyé le message. J'ai posé ma tête contre l'oreiller rigide et j'ai fermé les yeux en attendant l'inévitable flot de réponses préoccupées. Je m'attendais à un appel téléphonique. Je m'attendais à ce qu'il demande l'adresse de l'hôpital ou s'informe sur mon diagnostic spécifique. 10 minutes ont passé. Le bip rythmique du moniteur était le seul son dans mon box. Puis mon téléphone a vibré. C'était un seul message texte direct. Pas dans le chat de groupe où des parents pourraient le voir, mais un message privé de mon père. J'ai pris l'appareil. Ma vision était floue à cause de la fièvre me forçant à plisser les yeux devant l'écran lumineux. J'ai lu les mots. Puis je les ai lus à nouveau pour m'assurer que la fièvre ne me faisait pas halluciner. Hilary, tu es une professionnelle. Arrête d'être dramatique. Nous sommes incroyablement stressés en ce moment à gérer l'essayage du smoking sur mesure de Connor et à finaliser la liste des plans avec le photographe de fiançailles. Ta mère n'a pas le temps de s'occuper de la logistique des fournisseurs. La boulangerie, j'étais allongé dans un lit d'hôpital avec une aiguille dans la veine, ma température centrale dangereusement élevée, et mon père m'accusait de théâtre. Il a écarté mon hospitalisation comme un inconvénient. Il a explicitement priorisé l'essayage du smoking de son fils adulte sur la survie physique de sa fille. Il n'y avait aucune question sur ma santé. Il n'y avait aucune offre d'assistance. Il n'y avait que la demande froide et implacable pour un service continu. C'est une chose de soupçonner que ta famille ne te valorise que pour ton utilité. C'est une expérience entièrement différente de voir cette réalité tapée et transmise directement à ton téléphone pendant que tu es branché à du matériel médical.
Le message a effacé toute illusion restante. Il a effacé la dernière trace persistante de culpabilité que je nourrissais à propos du piège financier que j'avais posé. Mon cœur, ton rythme cardiaque a augmenté de manière significative, a-t-elle dit en tendant la main vers mon poignet pour vérifier à nouveau mon pouls. As-tu mal? Ressens-tu une oppression dans la poitrine? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai regardé l'infirmière. Puis j'ai regardé l'écran lumineux de mon téléphone. La colère qui mijotait dans ma poitrine depuis 5 ans n'a pas débordé. Elle s'est figée solidement. Chaque once de loyauté familiale, chaque désir désespéré d'enfant d'être aimé s'est évaporé dans l'air stérile de l'hôpital. J'ai ressenti un calme glacé profond s'installer sur tout mon corps. L'accord de service maître, la lettre de crédit, la facture de 81 000 $ attendant dans l'addendum crypté, ce n'était plus seulement une réaction. C'était un ordre d'exécution. J'ai soigneusement débranché mon téléphone du câble de charge à côté du lit. J'ai levé les yeux vers l'infirmière en lui offrant un sourire faible mais sincère. Rien, ai-je murmuré, d'une voix rauque et brisée. Tout est enfin parfaitement clair. L'infirmière a ajusté ma perfusion et m'a conseillé d'essayer de dormir. Dès qu'elle a fermé le rideau, j'ai ouvert mon application email. J'ai passé les 48 heures suivantes à récupérer dans ce lit d'hôpital. Les antibiotiques ont fait leur travail et la fièvre s'est lentement calmée. Pendant que mon corps guérissait, mon esprit est resté concentré avec une précision létale. J'ai revu chaque clause du contrat de Lockwood Country Club sur mon téléphone. J'ai vérifié le calendrier de prélèvement automatique. J'ai confirmé les protocoles de livraison pour le classeur maître. J'ai été libéré le mercredi après-midi, 2 jours avant le Phantom Gala. J'ai pris un covoiturage pour retourner à mon condominium. Je n'ai pas appelé mes parents pour leur dire que j'étais rentré. Je ne les ai pas mis à jour sur mon état médical. J'ai simplement préparé un petit sac de week-end élégant. J'ai emballé mon peignoir moelleux, mes produits de soins de luxe et la tenue que je prévoyais de porter pour mes rendez-vous au spa à venir. Le mécanisme que j'avais construit était maintenant entièrement automatisé. Le système de facturation du lieu était amorcé. Les fournisseurs étaient programmés. Le piège était sur le point de se déclencher et je n'avais absolument aucune intention d'être nulle part près de la zone d'impact. Je me préparais à remettre le détonateur et à disparaître dans la campagne du Wisconsin. 48 La fièvre s'était calmée me laissant physiquement faible mais mentalement plus affûté que jamais. J'avais mon ordinateur portable ouvert en surveillant le portail de facturation interne du lieu. À 9h01, le système comptable automatisé Lockwood a initié le virement. Le système était programmé pour prélever le solde final directement contre la lettre de crédit que mon père avait autorisée des semaines plus tôt. La facture totale avait gonflé à exactement 81 420 $. Le compte chèque standard de mon père ne contenait nulle part près de ce montant de liquidité. C'était un gestionnaire d'assurance intermédiaire qui vivait confortablement mais pas de manière extravagante. Quand le système Lockwood a tenté de prélever les fonds de son compte principal, la demande a échoué instantanément. C'est là que l'addendum crypté qu'il avait aveuglément signé a prouvé son efficacité létale. Le contrat stipulait qu'en cas d'échec du compte principal, le lieu possédait l'autorité légale d'exécuter le prélèvement contre l'actif garanti secondaire. Cet actif était sa ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Le système Lockwood a automatiquement redirigé la charge et l'a frappé contre le HELOC. Ce type de retrait massif soudain déclenche des protocoles de sécurité immédiats dans toute institution financière majeure. La banque de mon père a signalé le virement de 81 000 $ comme une anomalie à haut risque. Parce que le HELOC était lié à l'équité de sa maison en banlieue, les algorithmes de la banque ont réagi agressivement pour protéger l'actif. Ils ont initié un gel d'urgence du virement en citant un collatéral liquide insuffisant et une fraude suspectée. Le virement est resté en statut en attente. Le système comptable Lockwood a enregistré les chèques et a automatiquement généré une notification de rupture de contrat. De plus, la banque n'a pas seulement gelé la ligne de crédit sur valeur domiciliaire. En tant que mesure de sécurité standard, ils ont verrouillé les comptes chèques et épargne principaux de mon père et suspendu sa carte de crédit platine jusqu'à ce que l'activité irrégulière puisse être vérifiée. Mon père était complètement inconscient. C'était un homme qui ne vérifiait ses relevés bancaires qu'à la fin du mois. Ce jeudi matin, il était probablement assis dans une boutique de tailleur en ajustant les poignets de son costume sur mesure, ou en révisant le discours qu'il prévoyait de livrer à ses clients de consultation potentiels. Il n'avait aucune idée que toute sa fondation financière venait d'être paralysée.
J'ai regardé les notifications des chèques rouges peupler le portail d'Ocode. Le piège s'était déclenché exactement comme conçu. L'enclume était tombée. J'ai fermé mon ordinateur portable. Il était temps d'exécuter la phase finale de la passation. Je n'ai pas conduit en banlieue pour livrer les documents en personne. Je n'avais aucun désir de m'engager dans une confrontation face à face ou d'endurer ma mère se plaignant des arrangements floraux. Je voulais de la distance. J'avais besoin que la détonation se produise pendant que j'étais complètement injoignable. J'ai récupéré un classeur relié en cuir épais de mon bureau à domicile. C'était le Run-Off Showmètre. Il contenait chaque chronologie, chaque contact de fournisseur et chaque plan de table pour les 200 invités. Il contenait aussi les documents létals que j'avais gardés pendant des mois. J'ai glissé l'addendum crypté présentant la signature numérique de mon père dans la poche avant. Derrière lui, j'ai placé la notification imprimée du virement échoué du système de facturation d'Ocode. J'ai inclus l'accord de location d'équipement démontrant la retenue de responsabilité de $10 000 sur sa carte de crédit gelée pour l'installation audio de Connor. Enfin, j'ai inclus les ultimatums des fournisseurs indiquant clairement que les services seraient arrêtés si le solde n'était pas réglé en espèces d'ici 14 h l'après-midi le jour de l'événement. J'ai placé le classeur maître dans une lourde boîte d'expédition en carton. Je l'ai scellé avec du ruban adhésif industriel. J'ai contacté un service de coursier de luxe haut de gamme. Ce ne sont pas des facteurs postaux ordinaires. Ce sont des professionnels liés par une caution qui se spécialisent dans la livraison de documents juridiques et d'entreprises sensibles. J'ai payé un supplément pour garantir un protocole de livraison spécifique et hautement contrôlé. J'ai demandé au coursier de livrer la boîte scellée directement au responsable des événements de Lockwood Country Club. J'ai programmé le dépôt pour exactement 10 h du matin le samedi, le jour du gala. J'ai exigé une signature stricte à la réception, assurant une chaîne de custodie documentée. Une fois le coursier envoyé, mes obligations étaient officiellement terminées. Je n'étais plus la réparatrice fiable. Je n'étais plus la banque silencieuse. J'étais simplement une femme prenant des vacances bien méritées. J'ai préparé un élégant sac de week-end. J'ai préparé mon peignoir de spa moelleux, mes produits de soins de luxe pour la peau et plusieurs tenues confortables. J'ai quitté le condominium et j'ai conduit ma voiture sur l'autoroute en direction du nord vers le Wisconsin. Le trajet a duré 3 heures. Le paysage est passé d'un embouteillage urbain dense à des autoroutes ouvertes bordées de forêts de pins denses. Je me suis enregistré dans un complexe de spa de luxe isolé situé au bord d'un lac glaciaire immaculé. L'établissement était conçu pour une tranquillité absolue, sans service de téléphonie mobile dans le hall principal, et avec des politiques strictes contre les perturbations numériques. On m'a montré une suite privée avec un balcon donnant sur l'eau. La chambre sentait l'eucalyptus et le cèdre. J'ai déballé mon sac, accroché mon peignoir dans le placard et commandé le service en chambre. J'ai demandé une salade légère et une théière de camomille. Je me suis assise sur le balcon en regardant la brume rouler sur le lac. À 200 miles au sud, ma famille finalisait ses choix de garde-robe et répétait ses toasts de fiançailles, entièrement ignorantes de la bombe financière qui tic-tac dans leur propre compte bancaire. Je ne me sentais pas anxieuse. Je ne me sentais pas coupable. Je ressentais un sentiment écrasant et profond de paix. J'ai mangé mon dîner, pris une douche chaude et je me suis endormi avant 21 h du soir. J'ai dormi sans interruption toute la nuit pendant que le mécanisme que j'avais construit continuait son compte à rebours silencieux et dévastateur. Le lendemain, vendredi, s'est écoulé sans incident. J'ai assisté à un cours de yoga, réservé un soin du visage et lu un roman près de la piscine intérieure. Mon téléphone est resté silencieux dans ma suite. Le lieu ne demanderait officiellement les fonds que samedi après-midi. La banque ne notifierait pas mon père du gel jusqu'à ce qu'il tente d'utiliser une carte. L'illusion était encore intacte. Mais le samedi matin est arrivé, l'échéance approchait. Le coursier était en route vers le country club, et la confrontation finale, le moment où la vérité anéantirait leur façade parfaite, n'était plus qu'à quelques heures. Le samedi matin s'est levé sur la nature sauvage du Wisconsin avec un froid vif et mordant. L'horloge numérique sur la table de nuit à côté de mon lit d'hôtel est passée à 8 h 14. Je suis sorti sur le balcon privé de ma suite en portant un peignoir épais et moelleux. L'air sentait les aiguilles de pin humide et l'eau fraîche. Ma fièvre avait disparu, laissant derrière elle une clarté profonde et cristalline. J'ai versé une mimosa fraîche du plateau de service en chambre en argent et je me suis installé dans une chaise longue en osier. À 200 miles au sud,
la ville de Chicago bourdonnait déjà de l'énergie frénétique du week-end. Mon appareil mobile, posé sur la table en verre, a vibré. Une notification lumineuse a illuminé l'écran. C'était un message direct de mon père. J'ai pris le téléphone et lu ces mots. Assure-toi d'être au lieu à midi pour installer le stand Digi de Connor. Ne sois pas en retard. J'ai fixé l'ordre. C'était un chef-d'œuvre d'arrogance débridée. Aujourd'hui était le jour de son gala de retraite extravagant et de son lancement d'entreprise à enjeux élevés. Pourtant, sa préoccupation principale était de s'assurer que sa fille arrive tôt pour effectuer un travail manuel pour son fils au chômage. Il n'a pas demandé comment ma récupération progressait après ma récente sortie de l'hôpital. Il n'a pas offert un seul mot de gratitude pour les mois de planification rigoureuse d'événements que j'étais censé avoir financés. Il a simplement émis une directive en attendant une conformité immédiate et sans question. Il me voyait encore comme la bête de somme obéissante. Il pensait que j'étais la réparatrice silencieuse qui existait uniquement pour aplanir le chemin pour son garçon en or. Il s'attendait à ce que je transporte du matériel audio lourd à travers une salle de bal de luxe tout en soignant les restes d'une infection virale sévère. Juste pour que Connor puisse prétendre être un animateur professionnel pour la soirée. 30 secondes plus tard, une deuxième notification s'éclaircit la gorge est apparue. Celle-ci provenait de l'application de logistique sécurisée suivant mon coursier de luxe. La barre d'état est passée d'un jaune en attente à un rouge solide et frappant. Livré. J'ai ouvert l'application et examiné le manifeste numérique. Le coursier lié par caution avait franchi les portes en laiton poli de Lockwood Country Club à exactement 8h15. Il a remis la boîte en carton scellée directement au responsable principal des événements. Le responsable avait signé le registre électronique confirmant la réception du classeur maître. La remise était officiellement terminée. Le lieu possédait désormais la vérité non expurgée. J'ai fermé les yeux et visualisé la séquence exacte se déroulant dans le bureau des finances d'Oakwood. Le responsable brisait le sceau sur la boîte en carton en ce moment même. Elle sortait le lourd dossier en cuir. Elle découvrait l'avis d'échec de virement de 81 000 $ imprimé sur un papier blanc cru. Elle lisait les codes de rejet de la banque et réalisait que la lettre de crédit liée à Richard Carvey avait été rejetée en raison de fonds insuffisants. Le mécanisme que j'avais minutieusement conçu au cours des 7 derniers mois était verrouillé en place. Il n'y avait pas moyen d'inverser le processus. Il était temps de délivrer la communication finale. Je me suis levé de la chaise en osier et suis rentré dans la chaleur de la suite. J'ai ouvert la fermeture éclair de mon sac de week-end en cuir et récupéré un objet que j'avais soigneusement emballé entre des couches de pull en cachemire. C'était un cadre en bois bon marché tenant une feuille de papier parchemin épais. Mon diplôme universitaire. Le même diplôme académique exact que mes parents avaient jugé moins important qu'un match de soccer amateur poussiéreux il y a 5 ans. J'ai porté le diplôme encadré sur le balcon. Je l'ai posé contre le plateau de service en chambre en argent, permettant à la lumière du matin de capter le seau en feuille d'or. J'ai placé mon verre de mimosa en cristal juste à côté de la bordure en bois sombre. J'ai ajusté le col de mon peignoir moelleux et cadré la photo avec l'appareil photo de mon téléphone. La composition était impeccable. Elle capturait le lac glaciaire tranquille en arrière-plan, le petit déjeuner élégant étalé, la boisson festive et le symbole ultime de leur trahison originelle. J'ai pris la photographie. J'ai ouvert l'application de messagerie et navigué vers le chat de groupe de la famille Carvey. Ma mère, mon père et mon frère étaient tous actifs dans le fil, probablement en train de discuter des choix de garde-robe et de la logistique du planning. J'ai joint l'image haute résolution de mon diplôme et de la mimosa. Sous la photographie, j'ai tapé la séquence exacte de mots que j'avais affinés dans mon esprit pendant une demi-décennie. Je n'ai pas écrit un paragraphe long et émotionnel. Je n'ai pas exigé d'excuses ni listé leurs griefs sans fin. J'ai délivré des faits purs et tactiques. J'ai compris pour le gâteau. Le prélèvement automatique de 81 000 $ a été rejeté, et vos comptes sont gelés. Le lieu exige du liquide d'ici 14 heures. Profitez des demi-finales régionales de votre retraite. J'ai revu le texte une dernière fois. Chaque phrase était un coup distinct et calculé conçu pour démanteler leur réalité. La ligne d'ouverture faisait référence au texto cruel que mon père m'avait envoyé, exigeant que je m'occupe de la logistique de la pâtisserie pendant que j'étais branché à une perfusion intraveineuse. La deuxième phrase brisait leur illusion financière, les informant des actifs bancaires verrouillés et du prélèvement échoué. La troisième phrase établissait l'échéance imminente et inébranlable fixée par le Country Club.
La ligne finale était l'écho d'il y a 5 ans, renvoyant la phrase exacte que mon père avait utilisée pour écarter ma remise de diplôme universitaire. J'ai appuyé sur envoyer. Le message s'est transmis instantanément. Je me suis assise sur le balcon et j'ai regardé les indicateurs d'état de livraison. Une petite coche grise est apparue, confirmant la transmission. Quelques instants plus tard, les coches sont devenues bleues, indiquant que le message avait été ouvert. D'abord, mon père a lu le texte. 2 secondes plus tard, ma mère a ouvert le fil. Enfin, Connor a vu l'image. Je pouvais presque sentir la pression atmosphérique chuter dans les banlieues de Chicago. Je pouvais visualiser la séquence précise de leur réaction, la confusion initiale, le plissement des yeux sur la photographie, la lente et horrible prise de conscience alors qu'ils vérifiaient leurs applications bancaires et découvraient les alertes de sécurité rouges confirmant les actifs gelés. La panique qui éclaterait inévitablement lorsqu'ils réaliseraient que la fille qu'ils avaient exploitée pendant des années venait d'orchestrer leur ruine financière. Mon appareil a commencé à vibrer dans ma paume. L'écran a clignoté en affichant un appel vidéo entrant de Richard Carvey. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé son nom pulser sur l'écran lumineux pendant 3 sonneries complètes. L'arme la plus efficace que vous puissiez brandir contre des personnes qui prospèrent grâce au contrôle et le silence. En leur refusant l'accès, j'ai supprimé leur capacité à manipuler, argumenter ou exiger une solution. Ils étaient entièrement seuls face à une catastrophe qu'ils avaient légalement créée. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation, en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse en noir. J'ai glissé l'appareil mort dans la poche profonde de mon peignoir. J'ai pris ma clé de service en chambre et je suis sorti de la suite. J'ai descendu l'escalier moquetté jusqu'au hall tranquille du spa. L'air ici était parfumé à la lavande, et le son d'une cascade lointaine résonnait à travers les couloirs en pierre. Je me suis approché du bureau d'accueil en acajou. Une employée polie portant un uniforme impeccable m'a souri chaleureusement. « Bonjour, mademoiselle. » Béatrix, m'a-t-elle salué. « Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?» J'ai retiré l'appareil mobile éteint de ma poche et l'ai placé sur le comptoir en bois poli. J'aimerais utiliser le coffre-fort de détox numérique que j'ai demandé lors de la réservation. Veuillez le verrouiller jusqu'à dimanche matin. Sous aucun prétexte je ne veux qu'il me soit rendu avant cela. L'employé a hoché la tête, plaçant sans effort l'appareil dans un coffret doublé de velours et tournant la lourde clé en laiton. Certainement, profitez de votre paix ininterrompue. Je l'ai remercié et me suis dirigé vers l'aile bien-être. J'avais un massage aux pierres chaudes de 90 minutes programmé pour 9 heures du matin. En descendant le couloir faiblement éclairé, en écoutant la musique ambiante apaisante, mes épaules se sont relâchées. La tension chronique qui avait vécu dans mes muscles depuis que j'avais rédigé ce contrat au coude a commencé à fondre. Je me suis allongé face contre la table de massage chauffée, fermant les yeux pendant que la thérapeute plaçait des pierres de basalte lisses et chaudes le long de ma colonne vertébrale. J'ai pris une profonde respiration purifiante, laissant l'environnement calme m'envahir. Pendant que je dérivais dans un état de relaxation physique profonde, l'horloge continuait de tourner. La matinée s'écoulait rapidement. À 200 miles au sud, le vrai cauchemar commençait à peine à se dérouler. Mon père se débattait pour trouver des liquidités qui n'existaient plus. Ma mère se dissolvait probablement en hystérie, fouillant dans son placard à la recherche d'une tenue qu'elle ne pouvait plus se permettre de porter. Et à Lockwood Country Club, une responsable d'événements intransigeante se tenait près du quai de chargement avec un clipboard. Elle se préparait à faire respecter l'échéance de l'après-midi qui mettrait la famille Carvey à genoux. Le compte à rebours jusqu'à 14 heures avait officiellement commencé. Je suis resté déconnecté du monde, respirant la vapeur herbacée du sauna du spa. Les détails de ce samedi fatidique se sont déroulés exactement comme je les avais modélisés dans mes tableaux Excel d'entreprise. J'ai appris la décomposition chronologique précise de leur ruine 3 jours plus tard lors d'un long déjeuner avec Melissa. Elle est la directrice principale des événements à Lockwood Country Club. C'est une femme qui a passé 2 décennies à gérer les égos délicats de l'élite de Chicago. Elle possède une colonne vertébrale en titane et zéro tolérance pour les clients délinquants. Elle m'a relaté l'effondrement de la famille Carvey avec la précision détachée d'une comptable judiciaire. À 10 heures du matin, mon père avait fini de lire mon message texte. Selon ses messages vocaux paniqués ultérieurs laissés sur mon téléphone professionnel dormant, il a immédiatement appelé son concierge bancaire prioritaire. Il a contourné les invites automatisés en exigeant de parler à un superviseur de gestion des risques.
Le représentant à l'autre bout de la ligne a porté le coup fatal. Ils ont informé Richard Carvé que sa ligne de crédit sur valeur domiciliaire avait été gelée en raison d'un prélèvement déclenché dépassant les limites de liquidité. Parce que les comptes étaient cross-garantis, l'algorithme de sécurité avait initié un verrouillage complet. Ses cartes platine, ses réserves de chèques et ses économies d'urgence étaient entièrement inaccessibles. Il ne possédait aucun pouvoir d'achat. Il a passé les 3 heures suivantes à arpenter la longueur de son salon de banlieue en criant dans son appareil mobile pour tenter d'obtenir un prêt relais à court terme. C'était samedi. Les institutions de prêt traditionnelles étaient fermées. Les virements ne pouvaient pas être autorisés. L'infrastructure rigide du système bancaire n'offrait aucune faille pour un homme qui avait hypothéqué son avenir pour financer un gala fantôme. À 14 heures de l'après-midi, le véhicule de la famille Carvé s'est engagé dans l'allée circulaire imposante du domaine au coude. Un valet en uniforme a ouvert les portes. Mes parents sont sortis vêtus de leur tenue décontractée de début de soirée, anticipant un après-midi relaxant à superviser les derniers placements floraux. Connor et Britney suivaient de près en portant des housses à vêtements contenant leur tenue de soirée sur mesure. Ils ont franchi les portes en laiton poli dans le grand foyer. Ils s'attendaient à être accueillis avec du champagne frais et des sourires obséquieux. Au lieu de cela, Mélissa attendait sur le sol en marbre à damier. Elle était flanquée du responsable de la restauration et du directeur de la sécurité de l'établissement. Elle tenait le lourd classeur en cuir maître que j'avais envoyé via coursier. Elle ne souriait pas. Elle n'offrait pas un accueil chaleureux. Elle opérait avec l'efficacité glaçante d'un agent de recouvrement. « Monsieur Carvé », a dit Mélissa, sa voix résonnant légèrement dans le foyer caverneux. « Nous avons un échec de facturation critique. La lettre de crédit que vous avez autorisée a été rejetée ce matin. Nous exigeons que le solde final de 81 420 $ soit réglé immédiatement en espèces ou en fonds certifiés avant que mon personnel ne décharge un seul morceau d'équipement. » Mon père a rougi d'un cramoisi profond. Il a tenté de déployer sa tactique habituelle de condescendance charmante. Il a offert un petit rire pratiqué en lissant les revers de sa veste. Il a dit à Mélissa qu'il y avait simplement une petite erreur bancaire, un petit malentendu orchestré par sa fille. Il a promis que les fonds seraient débloqués lundi matin. Mélissa a ouvert le classeur et a tapoté un ongle manucuré contre l'addendum crypté portant sa signature numérique. Oakwood n'accorde pas de crédit le jour d'un événement, a-t-elle déclaré fermement. Votre signature garantit les fonds aujourd'hui. Sans paiement, la salle de bal reste dans le noir. Le désespoir a percé sa façade confiante. Mon père a sorti son portefeuille en cuir de sa poche intérieure. Il a récupéré sa carte de crédit platine impeccable en priant que le représentant bancaire se soit trompé ou que le gel ait été levé. Il a tendu le plastique à Mélissa. Elle l'a passé dans le terminal mobile qu'elle portait sur son clipboard. La machine a émis une lueur rouge vive et un ton d'erreur strident. Refusé. Il lui a tendu une deuxième carte, un compte récompense hors standard. Mélissa l'a passé. La machine a sonné à nouveau. Refusé. Les limites quotidiennes sur ses comptes secondaires étaient maximisées par les effets en cascade du gel des capitaux propres. Il se tenait dans le hall opulent du country club le plus prestigieux de l'État en tendant des morceaux de plastique inutiles pendant que le personnel observait dans un silence de pierre. L'horloge de parquet dans le couloir a sonné la demi-heure. Il était 14h30. Mélissa a regardé sa montre et a fait un signe sec de la tête au directeur de la restauration. La période de grâce avait expiré. La vaste machinerie logistique de l'Oakwood Country Club s'est arrêtée net. Sur les quais de chargement, les camions frigorifiques contenant les steaks vieillis à sec et les fruits de mer frais ont abaissé leurs rayons hydrauliques et verrouillé leurs portes. La camionnette de livraison de la boulangerie artisanale a fait demi-tour dans le parking et est partie en emportant le gâteau à 5 étages avec elle. Dans la grande salle de bal, les fleuristes ont arrêté de construire l'arche de roses blanches importée que Britney avait exigée pour sa demande en mariage. Ils ont rassemblé leurs sécateurs, remballé les fleurs immaculées dans des boîtes de protection et sont sortis par les couloirs de service. Vers 15h30, la grande salle de bal ressemblait à un entrepôt abandonné. Le magnifique espace était dépouillé. Les tables rondes de banquet étaient exposées révélant des dessus en contreplaqué rayés manquant de toute nappe de luxe ou de centre de table en cristal. Les plats chaffing en argent avaient disparu. La scène était vide. Au milieu de ce cauchemar croissant, Connor a tenté de sauver son ego brisé.
Il a décidé d'ignorer l'effondrement financier qui se déroulait autour de lui et de se concentrer sur ses débuts de disque jockey. Il s'est approché de la scène en bois nu où la société de location audio premium avait déposé les caisses d'équipement Pioneer plus tôt ce matin-là. Le technicien audio se tenait près des caisses en attendant son autorisation finale pour commencer le câblage. Connor a dépassé le technicien en saisissant les poignées lourdes d'un moniteur haut-parleur de qualité professionnelle. Il voulait paraître capable. Il voulait prouver qu'il appartenait à cette scène. Il a soulevé l'unité de haut-parleur de 50 livres. Sa prise a glissé sur le boîtier lisse. Il a tâtonné en essayant de rattraper l'équipement lourd contre sa poitrine. Il a échoué. Le haut-parleur a chuté sur le sol en bois dur avec un craquement assourdissant. La grille de protection s'est enfoncée vers l'intérieur. Les cônes internes se sont brisés. L'impact a résonné à travers la salle de bal vide caverneuse attirant l'attention de tous aux alentours. Le technicien audio s'est précipité en avant en inspectant l'équipement ruiné. Son visage s'est durci en un masque de pure fureur. « Cette unité coûte 3000 $, a crié le technicien en pointant le boîtier cassé. Je lance l'autorisation de dépôt de garantie tout de suite. Le technicien a sorti un lecteur mobile et a initié la retenue de 10 000 $ que j'avais liée à la carte platine de mon père. La transaction a été rejetée instantanément comme les paiements du lieu. Le technicien a levé les yeux de son écran, son expression s'assombrissant. La carte est verrouillée, a-t-il annoncé à voix haute. Vous avez détruit ma propriété et vous n'avez pas de garantie. J'appelle le poste local pour déposer un rapport de police officiel pour dommage à la propriété. Britney a laissé échapper un cri aigu en laissant tomber son sac à main de designer. Ma mère s'est couvert le visage avec les mains en laissant échapper un sanglot bas et humilié. Mon père se tenait au centre de la vaste salle de bal vide. Il transpirait physiquement. Des taches sombres ont fleuri sous les bras de sa chemise sur mesure. Il a regardé les tables en contreplaqué nu. Il a regardé le technicien audio furieux en train de composer le numéro de la police. Il a regardé son garçon en or de 24 ans qui se tenait sur la scène en fixant le haut-parleur cassé, entièrement inutile et totalement incapable de réparer le désastre qu'il venait de causer. Richard Carvey était un homme qui avait passé toute sa vie à valoriser les apparences avant tout. Il avait échangé la loyauté de sa fille contre les hobbies sportifs de son fils. Il avait exigé un tremplin de 50 000 $ pour son propre ego en s'attendant à ce que quelqu'un d'autre porte le fardeau financier. Maintenant, la facture était arrivée. Il a vérifié sa montre de luxe. Les aiguilles se rapprochaient de 16 heures. Dans exactement 2 heures, 200 des cadres d'entreprise les plus puissants de Chicago commenceraient à franchir ses portes en laiton poli en s'attendant à un gala. Ils allaient trouver une salle vide, un haut-parleur brisé et un homme qui ne pouvait pas leur offrir un verre d'eau du robinet. Le vide l'attendait. À 18 heures du soir, les premiers véhicules de luxe ont commencé à s'engager dans l'allée de Lockwood Country Club. Des valets en uniforme se sont précipités pour ouvrir les portes de berlines importées et de voitures de sport élégantes. 200 invités sont sortis dans l'air vif du soir. Ce n'étaient pas simplement des amis occasionnels ou des connaissances de quartier. C'étaient des directeurs régionaux, des souscripteurs seniors et des gestionnaires de patrimoine. Cette démographie représentait exactement la clientèle haut de gamme que mon père avait l'intention de courtiser pour sa nouvelle firme de conseil en assurance privée. Ils portaient des robes de soirée sur mesure et des vestes de dîner bespoke en s'attendant à une soirée de luxe inégalée et de réseautage professionnel. Les invités ont traversé le grand foyer en remettant leurs lourds manteaux de laine aux préposés au vestiaire. Ils se sont dirigés vers la salle de bal principale en s'attendant à entendre les notes douces et élégantes d'un quatuor à cordes et à sentir l'arôme riche de steak vieilli à sec. Au lieu de cela, ils sont entrés dans un vide caverneux. La salle de bal était un monument à l'échec. Les tables rondes de banquet étaient exposées révélant des surfaces en contreplaqué rayées manquant de fines nappes. Les plats chaffing en argent étaient absents laissant les longues stations de buffet entièrement nues. L'éclairage ambiant restait dur et vif parce que l'équipe d'éclairage spécialisée avait emballé son équipement coûteux des heures plus tôt. Le silence dans la salle était lourd et anormal manquant du bourdonnement de verres tintants et de conversations polies. Mes parents ont été forcés de se tenir près de l'entrée principale. Ils n'avaient nulle part où se cacher de la foule arrivante. Ma mère portait une robe en soie de designer qui paraissait maintenant absurde contre le décor d'une salle vide et résonnante. Elle serrait son sac de soirée avec des jointures blanches, le visage pâle et tiré. Mon père se tenait à côté d'elle en tentant de projeter de la confiance mais sa posture rigide trahissait sa panique intérieure.
Il transpirait abondamment à travers sa chemise sur mesure. Il offrait des poignées de main rigides et des sourires forcés en essayant d'accueillir des titans de l'industrie dans un espace qui ressemblait à un entrepôt abandonné. Une figure éminente du secteur de l'assurance à Chicago s'est approchée de mes parents. Harrison Caldwell était le directeur général d'une grande firme de souscription. Son seul soutien aurait pu lancer la nouvelle entreprise de mon père du jour au lendemain. Harrison s'est arrêté à quelques pieds de l'entrée en examinant les tables dénudées et la scène silencieuse. Il s'est tourné vers mon père, le front plissé de confusion sincère. « Richard » a dit Harrison, sa voix profonde portant facilement à travers la salle silencieuse. « Y a-t-il un retard avec le personnel de restauration ? Où est la nourriture ? Où est le divertissement ? » Mon père a vu son avenir professionnel entier se dissoudre devant lui. Acculé et désespéré, il a recouru à son mécanisme de défense le plus pratiqué. Il a menti. Il a décidé de sacrifier ma réputation pour sauver son propre ego. Il s'est penché près de Harrison mais a gardé sa voix assez forte pour que les cadres environnants entendent. « C'est une tragédie, Harrison » a dit mon père en projetant un ton de chagrin las. Ma fille Hilary était censée gérer toute la logistique. Malheureusement, elle a subi une grave dépression nerveuse ce matin. Elle a abandonné ses fonctions et volé les fonds de l'événement. Nous gérons une terrible crise familiale. C'était une performance calculée conçue pour susciter la sympathie. Il pensait qu'il pouvait tourner le récit et jouer la victime comme il le faisait toujours. Il a oublié un détail crucial. Il se tenait dans un lieu géré par Melissa. Melissa se tenait près des portes de service en observant l'interaction. En tant que directrice d'événements, sa responsabilité principale est de protéger la réputation impeccable de Lockwood Country Club. Elle ne pouvait pas permettre à un client délinquant de diffamer ses fournisseurs ou de blâmer son lieu prestigieux pour son propre insolvabilité financière. Elle s'est avancée en accrochant sa radio à sa ceinture. Elle a marché délibérément vers le petit pupitre en bois situé près de l'entrée. Elle a tapoté le microphone. Le retour aigu a résonné à travers la salle de bal silencieuse faisant sursauter plusieurs invités et tourner leur attention vers la scène. « Excusez-moi » a annoncé Melissa. Sa voix était claire, autoritaire et entièrement dépourvue de sympathie. Elle a regardé directement Harrison Caldwell puis a balayé son regard sur la foule de cadres fortunés. « Je dois corriger une déclaration qui vient d'être faite concernant Lockwood Country Club et nos politiques contractuelles » a continué Melissa. « La fille de votre hôte n'a pas volé de fonds. Elle n'a agi que comme agente consultante. Les services pour ce soir ont été arrêtés pour une raison très simple. Les chèques personnels de M. Carvey ont été rejetés. » Un souffle collectif a parcouru la foule de cadres. Le visage de mon père a pris la couleur de la cendre. Melissa ne s'est pas arrêtée. Elle a ouvert le lourd classeur en cuir posé sur le pupitre. M. Carvey a signé des contrats légalement contraignants garantissant le paiement pour cette soirée. Plus tôt aujourd'hui, sa lettre de crédit a échoué en raison de fonds liquides insuffisants. Ses comptes sont gelés et il a violé ses accords. Nous ne fournissons pas d'événements de charité pour des individus qui ne peuvent pas se permettre de payer leurs fournisseurs. Merci pour votre compréhension et nous nous excusons pour le fait que M. Carvey ait gâché votre soirée. Le silence qui a suivi était suffocant. 200 des figures d'entreprise les plus puissantes de la ville fixaient mon père. Ils ne voyaient pas un consultant réussi prêt à gérer leur portefeuille. Ils voyaient un fraudeur. Ils voyaient un homme qui avait émis de mauvais chèques et tenté de blâmer son propre enfant pour sa faillite. La crédibilité professionnelle que mon père avait bâtie pendant 3 décennies s'est évaporée dans l'air froid. Avant que les cadres ne puissent même commencer à se tourner vers la sortie, un nouveau son a percé la salle silencieuse. Un cri aigu a éclaté du centre de la piste de danse. C'était Britney. Elle avait passé les 2 dernières heures cachée dans la suite nuptiale en attendant que les traiteurs reviennent miraculeusement. Elle avait porté une robe blanche sur mesure en s'attendant à une tour de champagne à 6 étages et à un vidéographe professionnel pour capturer sa demande en mariage parfaite. Entendre Melissa annoncer la vérité a brisé sa fantaisie d'influenceuse. Elle a réalisé qu'il n'y aurait pas de vidéo virale. Il n'y aurait pas de rose blanche importée. Elle se tenait dans une salle vide avec une famille fauchée. Britney a frappé ses talons de designer contre le sol en bois dur. Elle s'est tournée vers Connor qui se tenait près de l'équipement audio cassé, l'air ébahi et petit. « Tu es un loser » a-t-elle hurlé, sa voix résonnant contre les hauts plafonds.
Tu m'as dit que ta famille était riche. Tu m'as dit que j'allais avoir des fiançailles de luxe. Tu n'as même pas de travail. Tu vis dans un sous-sol. Connor a levé les mains en essayant de l'apaiser. Britney, baisse la voix, a-t-il supplié. Les gens nous regardent. Je veux qu'ils regardent, a hurlé Britney en jetant son sac à main de luxe à travers la salle. Il a heurté une table en contreplaqué et éparpillé ses cosmétiques sur le sol. Tu es une blague. Tes parents sont des menteurs fauchés. Je ne me marie pas dans une famille d'échecs. Elle a tourné sa colère vers ma mère et mon père. Elle a insulté leur maison, leurs vêtements et leur statut social. Elle les a dégradés devant les personnes exactes que mon père voulait désespérément impressionner. Ma mère a commencé à pleurer ouvertement, enfouissant son visage dans ses mains. Mon père est resté paralysé, incapable de faire taire la femme hurlante qui démantelait son garçon en or. Les invités fortunés n'ont pas offert de réconfort. Ils n'ont pas avancé pour intervenir ou offrir de la pitié. Ils se sont simplement retournés dans un dégoût silencieux. Harrison Caldwell a secoué la tête, serrant son manteau, et est sorti par les portes en laiton sans dire un autre mot. Le reste des cadres a suivi son exemple. Un flux régulier de l'élite de Chicago a quitté la salle de bal, laissant la famille Carvey seule dans les décombres de leurs propres droits. L'exécution sociale était impeccable. Le gala fantôme avait servi son objectif ultime, exposant leur tromperie au public exact qu'ils valorisaient le plus. Mais la dévastation n'a pas pris fin quand les voitures de luxe sont parties du country club. L'humiliation publique n'était que la surface visible du désastre. La vraie punition, les dommages structurels permanents à leur vie, les attendaient lundi matin quand les institutions financières ouvriraient leurs portes et que les conséquences légales de leurs contrats violés arriveraient à échéance. J'ai récupéré mon appareil mobile du coffre-fort du concierge du spa dimanche matin après un dernier petit déjeuner tranquille donnant sur le lac. La boîte en velours s'est ouverte avec un clic doux ancé dans l'appareil métallique froid. J'ai porté le téléphone éteint jusqu'à ma suite et me suis assise sur le bord du lit fraîchement fait. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran s'est illuminé et l'appareil a immédiatement commencé à vibrer continuellement contre ma paume. Il a fallu plusieurs minutes complètes pour que le système d'exploitation traite le volume pur des notifications entrantes. J'avais 150 appels manqués. La boîte de messagerie vocale était complètement pleine, empêchant tout enregistrement supplémentaire. Les messages textes étaient un barrage de panique et de rage croissante. Mon père était passé par la supplication, l'exigence, la menace et enfin la promesse de rétribution légale absolue. J'ai écouté exactement un message vocal. Sa voix était rauque et enrouée d'avoir crié. Il a juré de me détruire en cour civile. Il a promis de me poursuivre pour fraude, vol et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. J'ai supprimé le message, effacé la bannière de notification et suis descendu pour quitter le complexe. J'ai conduit jusqu'à Chicago en me sentant remarquablement sereine. Lundi matin, Richard Carvey a tenté d'exécuter sa menace. Il est entré dans la zone de réception d'un cabinet de litige civil éminent du centre-ville de Chicago, s'attendant à déclencher un cauchemar juridique sur sa fille. Il s'est assis en face d'une paralégale d'accueil dans une salle de conférence au mur de verre et a raconté une histoire d'enfant manipulatrice qui avait falsifié des documents financiers et volé sa célébration de retraite. Il a exigé que le cabinet dépose une injonction d'urgence et une poursuite pour induction frauduleuse. La paralégale a calmement demandé à examiner les contrats numériques. Mon père a remis son ordinateur portable affichant les accords de Lockwood Country Club. La professionnelle juridique a lu l'accord de service maître. Puis, elle a ouvert l'addendum crypté. Elle a vérifié les journaux de vérification de signature numérique et les horodatages chronologiques. Elle a regardé mon père et a lentement secoué la tête. La piste papier que j'avais construite était entièrement à l'épreuve des balles. Les analyses du portail prouvaient sans équivoque qu'il avait accédé aux documents depuis son propre adresse de protocole Internet résidentiel. Il avait coché la case d'acceptation en utilisant son ordinateur personnel. Il n'y avait pas de falsification et il n'y avait pas de fraude cachée. Il n'y avait qu'un homme arrogant qui avait échoué à lire les termes et conditions avant de lier légalement ses propres actifs. Le cabinet juridique a officiellement refusé de prendre son affaire. Ils l'ont informé qu'il n'avait aucun fondement juridique et lui ont fortement conseillé de payer le lieu immédiatement avant que le country club n'initie des procédures de recouvrement contre sa maison. Le rejet légal n'était que le début de son règlement de compte.
La vraie destruction s'est produite dans les salles de conseil et les bureaux d'angle du secteur de l'assurance à Chicago. Les 200 cadres qui avaient assisté au spectacle de chèques rejetés au Country Club sont retournés à leur bureau lundi matin. Dans le monde de la finance d'entreprise, la réputation est la seule monnaie qui compte vraiment. Les murmures voyagent à travers les chaînes de mails et les appels téléphoniques privés avec une vitesse étonnante. D'ici mardi après-midi, le récit était définitivement cimenté. Richard Carver n'était pas un consultant fiable ou digne de confiance. C'était un passif financier qui avait émis de mauvais chèques, violé des contrats de haut niveau et s'était humilié devant ses pairs. Le lancement doux de sa firme de conseil privé était mort à l'arrivée. Des associés qu'il connaissait depuis des décennies ont soudainement arrêté de répondre à ses appels. Des clients potentiels ont annulé leurs réunions introductives en citant des conflits d'emploi du temps imprévus. Harrison Caldwell, le directeur général dont l'endossement mon père avait désespérément besoin, a envoyé un message poli mais ferme déclinant officiellement tout partenariat commercial futur. La crédibilité professionnelle de mon père, soigneusement cultivée pendant 30 ans de réseautage, a été annihilée en une seule soirée. Avec ses perspectives de conseil lucratives ruinées, mon père a dû affronter les pénalités financières immédiates et agonisantes de son arrogance. Lockwood Country Club n'offrait pas de plan de paiement sympathique. Ils exigeaient les 81 000 $ plus des milliers de plus en pénalités strictes pour violation de contrat. Parce que le lieu avait placé une retenue dure sur sa ligne de crédit sur valeur domiciliaire, la banque menaçait activement d'initier des procédures de saisie si le solde négatif n'était pas résolu dans les 10 jours ouvrables. Mes parents étaient piégés dans un étau fiscal de leur propre fabrication. Pour sauver leur maison de banlieue, ils devaient obtenir du liquide immédiatement. Ils ont été forcés de contacter leurs conseillers en patrimoine et de liquider une portion substantielle de leur portefeuille de retraite réelle. Le retrait de ces fonds des décennies avant la date de maturation légale a déclenché des pénalités exorbitantes de retrait anticipé et des obligations fiscales fédérales brutales. Pour satisfaire la dette du lieu, ils ont dû drainer presque le double du montant requis de leurs économies juste pour couvrir le fardeau fiscal. Leur retraite anticipée confortable s'est transformée du jour au lendemain en une réalité terrifiante de budget restreint et de filets de sécurité disparaissants. Ils sont devenus des parias sociaux dans leur propre communauté, évitant leurs voisins et sautant leurs dîners dominicaux habituels au bistrot local. La dévastation financière a cascadé vers le bas, atterrissant carrément sur les épaules du garçon en or. Connor s'est réveillé dimanche matin pour découvrir que son statut d'héritier apparent riche s'était évaporé de manière permanente. Britney, l'influenceuse en herbe, n'a pas perdu de temps pour couper les liens avec le navire en train de couler. Elle n'a pas rompu avec lui en privé ni offert de grâce. Elle a posté une vidéo larmoyante et hautement éditée sur ses chaînes de médias sociaux dimanche après-midi. Elle a informé ses abonnés qu'elle avait survécu à une situation toxique impliquant une famille construite sur des mensonges et une fausse richesse. Elle a publiquement largué Connor, en taguant son profil et en s'assurant que ses milliers d'abonnés sachent exactement ce qui s'était passé au Country Club. Connor est resté humilié et seul. De plus, le bouclier protecteur de l'argent de mes parents s'était enfin brisé. Quand la société de location audio a exigé 3 000 $ pour le haut-parleur moniteur brisé, mon père ne pouvait plus simplement passer une carte de crédit pour faire disparaître le problème. Les comptes bancaires étaient décimés. Pour la première fois de sa vie, Richard Carver a regardé son fils et a refusé de payer la facture. Il a forcé Connor à quitter le confort du sous-sol. Il a obligé son fils de 24 ans à obtenir un emploi au salaire minimum dans un lavage de voitures automatisé local. Connor a dû passer ses journées à frotter les passages de roues, essuyer les jantes et sécher les pare-brises dans le froid amer de Chicago juste pour payer la dette que sa propre incompétence avait générée. Ses mains douces ont formé des ampoules et ses vêtements de designer ont été remplacés par un uniforme en polyester humide. La structure familiale Carver s'était effondrée sous le poids de son propre droit. Je suis resté dans mon condominium en ville en observant les retombées à distance grâce aux mises à jour tranquilles fournies par d'anciens collègues et contacts de l'industrie. Je supposais que la destruction de leurs ressources les forcerait à une soumission silencieuse. Je croyais que la gravité des conséquences les tiendrait loin de ma vie, assurant une paix permanente. J'ai gravement sous-estimé l'obstination pure d'une mère qui refusait d'accepter la défaite. La pénalité financière a été payée et la ruine professionnelle était complète. Mais la guerre émotionnelle n'était pas entièrement terminée. 2 semaines après le gala fantôme, une nouvelle menace a émergé en testant mes limites d'une manière que je n'avais pas anticipée. 2 semaines après l'effondrement du gala de Lockwood Country Club, mon isolation physique a été violée.
J'étais assise à l'îlot de cuisine de mon condominium du centre-ville de Chicago en examinant un tableau Excel logistique pour un client d'entreprise légitime. Le panneau d'interphone monté sur le mur a bourdonné. J'ai appuyé sur le bouton de communication. Le concierge de sécurité de l'accueil m'a informé que Suzanne Carvey attendait dans le hall en demandant un accès immédiat à ma résidence privée. Je ne l'ai pas autorisée à monter. Je n'allais pas la laisser franchir mon seuil et infecter le sanctuaire que j'avais construit pour moi-même. J'ai demandé au concierge de lui demander d'attendre près de la zone d'accueil avant. J'ai sauvegardé mon tableau Excel, fermé mon ordinateur portable et pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Le hall de mon immeuble est un vaste espace de marbre blanc et d'acier poli. Il est intentionnellement conçu pour être stérile et intimidant. Je suis sorti de la baie d'ascenseur et j'ai repéré ma mère immédiatement. Elle avait l'air d'avoir vieilli d'une décennie en l'espace de 14 jours. Le style immaculé et parfait qu'elle favorisait habituellement avait disparu. Elle portait un trench coat beige qui paraissait légèrement froissé. Elle serrait un lourd sac à main de designer contre sa poitrine en le maniant comme un bouclier physique contre la réalité de ses nouvelles circonstances. Sa posture était voûtée, défensive et entièrement dépourvue de l'arrogance hautaine qu'elle avait affichée lors de mon brunch de pendaison de crémaillère. Je me suis approché d'elle en m'arrêtant à plusieurs pieds pour maintenir une limite physique claire. Je n'ai pas offert de câlin. Je n'ai pas offert de salutation. J'ai simplement attendu. Ma mère a levé les yeux. Ses yeux étaient bordés de rouge et meurtris par l'épuisement. Quand elle a réalisé que je n'allais pas initier la conversation, elle a déployé son arme ultime. Ce n'était pas des cris. Ce n'était pas une rage ouverte. C'était l'arme silencieuse agonisante de la culpabilité du Midwest. Tu nous as fait passer pour des imbéciles, Hilary, a-t-elle pleuré doucement. Sa voix tremblait en résonnant faiblement contre les murs de marbre. Elle refusait de rencontrer directement mon regard en fixant plutôt un point quelque part près de ma clavicule. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas mentionné l'infection virale ou le séjour à l'hôpital. Sa déclaration d'ouverture était un chef-d'œuvre de déplacement de blâme. Nous avons dû prendre une deuxième hypothèque sur la maison. A-t-elle continué, ses larmes coulant sur son mascara. Les pénalités du lieu étaient astronomiques. Ton père a dû vider ses comptes de retraite et payer ses terribles taxes de retrait anticipées juste pour empêcher la banque de prendre notre maison. Il ne trouve pas de travail. Tous ses amis de l'industrie l'évitent. Nous sommes ruinés. Elle a fait une pause en attendant que la dynamique familière s'engage. Elle s'attendait à ce que je m'effondre. Pendant 28 ans elle m'avait conditionné à répondre à sa détresse en ouvrant mon portefeuille et en offrant des solutions. Elle s'attendait à ce que la fille dévouée, la banque silencieuse, s'excuse d'avoir causé sa douleur et offre immédiatement un remède financier pour réparer le désastre. J'ai gardé mes mains parfaitement immobiles à mes côtés. J'ai regardé la femme debout devant moi. C'était la même femme qui avait porté une écharpe de soccer verte et or le matin de ma remise de diplôme universitaire. C'était la même femme qui avait discrètement fait teinter son verre de mimosa pendant que mon père m'ordonnait de mettre à niveau les arrangements floraux pour une demande en mariage que j'étais censé financer. C'était la femme qui avait ignoré mon hospitalisation parce que Connor avait besoin d'un essayage de smoking sur mesure. Je ne vous ai fait passer pour rien, maman, ai-je déclaré. Ma voix était calme. Égale soufflée et entièrement dépourvue de l'excuse qu'elle cherchait désespérément. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Sa prise sur le sac à main de designer s'est resserrée jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Comment peux-tu dire ça, a-t-elle étouffé une nouvelle vague de larmes frappant ses joues. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Nous t'avons élevé. Nous t'avons pourvu. J'ai reculé en augmentant la distance entre nous. Vous ne m'avez pas pourvu. Vous m'avez utilisé. Vous avez traité ma carrière professionnelle comme un fonds de secours pour votre garçon en or. Vous avez signé ces contrats au code, maman, ai-je continué en exposant les faits inattaquables. Toi et papa avez exigé un projet de vanité de 50 000 $. Vous avez détourné mon brunch de pendaison de crémaillère pour ajouter 30 000 $ supplémentaires en exigence de fiançailles. Vous m'avez dit d'arrêter d'être dramatique quand j'étais allongé dans un lit d'urgence branché à une perfusion intraveineuse. Elle a ouvert la bouche pour protester pour offrir une autre excuse sur la nature délicate de Connor ou la carrière stressante de mon père. Je l'ai coupé. Je ne vous ai pas volé. Je n'ai pas falsifié un seul document. J'ai fait exactement ce que vous m'avez commandé de faire. J'ai organisé l'événement.
J'ai réservé les fournisseurs. J'ai sécurisé le luxe que vous exigiez. Pour la première fois de toute votre vie, j'ai simplement reculé et vous ai laissé vous permettre exactement ce que vous aviez mérité. Le silence qui est tombé entre nous était profond. C'était le son d'un système toxique qui se brisait enfin. Ma mère m'a fixé, la bouche légèrement ouverte, incapable de formuler une défense contre la vérité brute. Elle attendait que je rompe la tension, que j'offre une bouée de sauvetage, que je sois la banque fiable une dernière fois. J'ai réalisé à ce moment qu'elle ne comprendrait jamais vraiment la profondeur de sa propre trahison. Elle passerait le reste de sa vie à croire qu'elle était la victime d'un enfant ingrat plutôt que d'admettre qu'elle était l'architecte de sa propre ruine. Je n'avais plus rien à dire. La transaction était terminée. Je me suis retourné et suis retourné vers la baie d'ascenseur. Je n'ai pas regardé par-dessus mon épaule pendant que les lourdes portes en acier se refermaient en la laissant seule dans le hall de marbre froid en pleurant sur un sac à main de designer qu'elle ne pouvait plus se permettre de remplacer. La confrontation était terminée. Les liens physiques et émotionnels étaient coupés. Mais naviguer dans la nouvelle réalité, les suites calmes de la libération absolue, présentaient un défi final entièrement différent. Il s'est écoulé exactement 6 mois depuis que j'ai regardé les lourdes portes d'ascenseur en acier se refermer sur ma mère en pleurs. Une demi-année de silence immaculé ininterrompu. Mon appareil mobile ne bourdonne plus avec des demandes urgentes de pré-relais ou des plaintes hystériques sur les fleuristes d'événements de luxe. J'ai bloqué Richard, Suzanne et Connor sur toutes les plateformes numériques imaginables au moment où je suis retourné à mon condominium cet après-midi de mardi. J'ai changé mes adresses e-mail et amélioré les protocoles de sécurité dans mon immeuble résidentiel. Au début, le silence profond semblait anormal. Mon système nerveux était si profondément conditionné à se préparer à la prochaine crise familiale que j'ai passé les premières semaines à me réveiller à l'aube en m'attendant à un message texto catastrophique. Mon cœur s'emballait chaque fois que mon téléphone sonnait avec un rappel de calendrier standard. Mais finalement, l'adrénaline résiduelle s'est estompée. L'hypervigilance s'est lentement dissoute. J'ai appris à boire mon café du matin en regardant le skyline de Chicago sans scanner mentalement ma boîte de réception pour des menaces émotionnelles entrantes. La paix que j'ai cultivée est devenue une chose tangible et vivante à l'intérieur de ma maison. Je n'ai pas activement cherché des informations concernant leur retombée. Je ne ressentais aucun désir de surveiller leur déclin. Dans une société interconnectée, cependant, les nouvelles possèdent une capacité remarquable à vous trouver que vous les cherchiez ou non. J'ai entendu le rapport final des victimes par un ancien voisin de banlieue qui commente occasionnellement mon profil professionnel sur les médias sociaux. La vaste maison à 4 chambres, la propriété immaculée où mon père lavait fièrement sa berline la moins luxueuse, et où mon frère mettait en scène ses vidéos de recrutement amateur, a disparu. La banque n'a pas officiellement saisi, mais la menace imminente du privilège de mécanicien a forcé une vente de détresse désespérée. Richard et Suzanne ont dû liquider la propriété bien en dessous de la valeur marchande juste pour satisfaire la dette du country club et couvrir les pénalités brutales de retrait anticipé imposées à leur portefeuille de retraite vidé. Ils ont déménagé dans un appartement exigu à 2 chambres dans un code postal bien moins prestigieux. Il n'y a pas d'espace pour un studio de disque jockey au sous-sol ou un placard walk-in pour des robes de designer. Mon père travaille apparemment comme ajusteur de sinistres de niveau intermédiaire pour un fournisseur d'assurance régionale à bas prix. C'est une rétrogradation publique humiliante par rapport à ses ambitions exécutives précédentes. Quant à Connor, la perte du filet de sécurité parentale s'est avérée permanente. Le voisin a mentionné l'avoir vu attendre à un arrêt de bus public pendant une récente averse portant une veste décolorée et tenant un thermos en acier cabossé. Il travaille toujours au lavage de voitures automatisées en frottant les pare-brises et en aspirant les tapis de sol pour payer ses dettes personnelles croissantes. Le garçon en or a enfin rencontré le vrai monde et celui-ci ne lui a offert aucune grâce. Entendre parler de leur sort n'a pas apporté une vague de vindication euphorique. Je n'ai pas ouvert une bouteille de champagne pour célébrer leur ruine. J'ai simplement ressenti une fatigue profonde et intense. L'épuisement chronique de porter leurs attentes non méritées pendant 28 ans s'est enfin installé profondément dans mes os. J'ai réalisé que j'avais besoin d'un reset dur, d'un départ physique et mental de l'environnement où la trahison s'était produite. J'ai ouvert mon compte d'épargne principal et calculé le montant exact d'argent que j'aurais brûlé en les sortant de leur désastre au coude. J'ai utilisé une fraction de ces fonds protégés pour réserver des vacances solo de 2 semaines à Carmel, en Californie. J'ai loué une cabane en cèdre isolé nichée haut sur les falaises accidentées donnant sur l'océan Pacifique.
J'ai passé 14 jours enveloppé dans une épaisse couverture de laine assise sur le rivage rocheux. J'ai regardé le brouillard gris dense rouler sur l'eau sombre en écoutant le fracas rythmique des vagues contre la pierre. J'ai bu un café torréfié riche et sombre dans des cafés indépendants calmes et j'ai marché des miles le long des sentiers côtiers sinueux en respirant l'air salé vif. Il n'y avait pas de délai d'entreprise à gérer. Il n'y avait pas de contrat de restauration de luxe à négocier. Il n'y avait pas de parents ingrats exigeant ma soumission financière. Pour la première fois de toute ma vie adulte, mes ressources, mon temps et mon énergie m'appartenaient exclusivement. Soudain sur cette plage de Californie en regardant la marée implacable effacer mes empreintes du sable humide, j'ai enfin digéré la dure leçon psychologique qui a pris près de 3 décennies à apprendre. Vous ne pouvez pas acheter une affection authentique de personnes qui vous voient comme un appareil. Un appareil ménager n'est pas chéri ou respecté. Il est simplement attendu qu'il fonctionne sur demande. Vous n'aimez pas votre réfrigérateur. Vous vous attendez à ce qu'il garde votre nourriture froide. Le moment où il cesse de fonctionner pour votre commodité, vous donnez un coup de pied à la porte, vous vous plaignez de l'inconvénient et vous le jetez finalement pour un modèle plus récent. C'était mon rôle désigné dans la structure familiale Carvey. J'étais le générateur fiable qui alimentait leurs grandes illusions. Ils ne valorisaient pas mes réalisations académiques, mon indépendance farouche ou ma santé physique. Ils ne valorisaient que mon utilité. Quand j'ai été admise à l'hôpital avec une fièvre virale dangereuse, mon père n'a vu qu'une machine en panne qui menaçait son emploi du temps personnel. Quand j'ai enfin cessé de fonctionner pour leur bénéfice, ils se sont retournés contre moi instantanément en wéaponisant leur culpabilité. J'ai réalisé pendant ces vacances calmes que je n'avais pas perdu une famille aimante. Je me suis simplement débranché d'un réseau parasitaire. Je les ai jetés avant qu'ils ne puissent drainer la toute dernière goutte de mon ambition. Si vous écoutez cette histoire et que vous reconnaissez votre propre reflet las dans mon parcours, j'ai besoin que vous prêtiez une attention étroite. Si vous êtes la bête de somme désignée de votre foyer toxique, la banque silencieuse, la réparatrice fiable, celle qui sacrifie sa propre paix pour maintenir leurs illusions confortables, écoutez-moi maintenant. Posez le lourd fardeau. Éloignez-vous du cycle épuisant sans fin de culpabilité et d'extorsion financière. Laissez-les payer leurs propres factures. Laissez-les naviguer dans leurs propres crises fabriquées sans votre intervention. Laissez-les affronter les conséquences froides et dures de leurs propres choix imprudents. Fixer une limite ferme n'est pas un acte de vengeance. C'est un acte fondamental de survie. Vous n'êtes pas une mauvaise personne pour choisir votre propre paix plutôt que leurs demandes chaotiques. Vous ne leur devez rien. Reprenez votre temps, votre énergie et votre sécurité financière. Vous méritez de construire une vie où votre valeur n'est pas mesurée par votre utilité pour les autres. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce parcours. J'espère que mon expérience vous offre la clarté et le courage dont vous avez besoin pour écrire votre propre résolution. Jusqu'à la prochaine fois, protégez votre paix, gardez vos ressources et lisez toujours les petits caractères sur les contrats. Il existe un contrat silencieux et tacite écrit dans les fondations de la structure familiale traditionnelle, une attente culturelle profondément ancrée qui suggère que nos maisons seront toujours nos ports les plus sûrs. Dans la société américaine, on nous enseigne souvent que l'unité familiale est le filet de sécurité ultime, un endroit où un soutien inconditionnel est librement donné et profondément réciproque. Nous imaginons des dîners du dimanche, des célébrations partagées et une sécurité mutuelle qui nous protège de la dureté du monde extérieur. Pourtant, alors que nous examinons la saga profonde et déchirante de Hilary Beatrix et de sa famille, nous sommes forcés de confronter une réalité beaucoup plus sombre. Parfois, le port est exactement ce qui coule le navire. À travers l'histoire de Hilary Beatrix, nous pouvons tirer des messages profonds et pratiques pour les parents, surtout dans le contexte de la société américaine, sur la manière d'éduquer les enfants et de guider leur avenir en se basant sur l'éducation familiale. Le message le plus important que nous pouvons tirer de cette tragédie est la nécessité absolue d'équité et d'amour inconditionnel, ce qui signifie que nous devons éviter le favoritisme parmi les enfants. Imaginez-vous debout sur une scène de remise de diplôme, un moment qui représente le couronnement d'années de sacrifice, pour regarder dans la foule et réaliser que les sièges réservés à vos parents sont vides. Dans l'histoire, les parents de Hilary ont minimisé son jalon le plus important, sa remise de diplôme universitaire, afin d'assister à un match de soccer semi-professionnel de son jeune frère, Connor. Ce n'est pas simplement un conflit d'emploi du temps. C'est une déclaration profonde de valeur. Quand les parents commencent à étiqueter un enfant comme le garçon en or et un autre comme la réparatrice, cela créera inévitablement une rupture permanente dans les relations familiales.
L'amour ne peut pas être conditionnel, et il ne peut certainement pas être un système de classement. Les parents doivent comprendre que chaque enfant a besoin d'être reconnu et présent dans ces moments importants. Quand nous échouons à témoigner des triomphes de nos enfants parce que nous sommes trop occupés à choyer les hobbies d'un autre enfant, nous plantons les graines d'un ressentiment qu'aucune quantité de temps ne peut entièrement effacer. Cette dynamique de favoritisme saigne directement dans la manière dont nous éduquons nos enfants sur la responsabilité et l'autonomie. L'histoire montre un contraste frappant dans les styles parentaux. D'un côté, nous voyons Hilary, qui a dû travailler des emplois supplémentaires, contracter des prêts étudiants et travailler 70 heures par semaine pour réussir. Elle incarne l'idéal classique d'indépendance et de courage. De l'autre côté, nous avons Connor, qui a été surprotégé, encore dépendant de ses parents à 24 ans, et sans carrière stable. En tant que parent, il est incroyablement tentant de protéger nos enfants de la piqûre de l'échec, de leur offrir un endroit d'où atterrir chaque fois que le monde repousse. Cependant, le message ici est indéniable. Surprotéger les enfants, comme l'ont fait les parents de Connor, n'est pas de l'amour, mais plutôt les priver de leur capacité à survivre. En le sortant constamment des problèmes, ils lui ont coupé les ailes. De plus, l'hypothèse qu'un enfant réussit ait l'obligation de soutenir financièrement toute la famille est une grave erreur dans l'éducation familiale. Le succès ne devrait pas être une sentence à une vie de servitude financière aux personnes même qui ont refusé de soutenir ce parcours en premier lieu. Si nous regardons plus profondément, nous réalisons que le soutien pratique signifie très peu sans une conscience émotionnelle. Les parents ne devraient pas traiter leurs enfants comme des outils ou des banques pour servir leurs ambitions ou leur vanité. Il y a un moment glaçant dans le parcours de Hilary qui enlève la dernière illusion de soins parental. Quand Hilary a été hospitalisée avec une forte fièvre, ses parents ont pensé qu'elle réagissait de manière excessive et se sont seulement souciés de préparer une fête pour Connor. Ce manque de compassion humaine de base est dévastateur. La leçon que nous devons intérioriser est qu'une bonne éducation familiale traditionnelle doit être basée sur l'empathie. Si les parents ignorent la santé et les émotions de leurs enfants, ils coupent le lien et la confiance que l'enfant a en eux. Une famille ne peut pas survivre sur l'échange superficiel de fonds et de faveurs. Elle nécessite un pouls de soins authentique. Quand un parent regarde son enfant malade et ne voit qu'un inconvénient pour son agenda social, la relation cesse d'être familiale. Elle devient purement transactionnelle. Cet état d'esprit transactionnel corrompt finalement l'orientation future de toute la famille, particulièrement concernant l'importance de la réputation et de l'éthique. Dans la culture moderne, il y a une immense pression pour projeter une image de succès et de richesse immaculée. Les parents de l'histoire ont tenté de construire un faux avenir en utilisant l'argent et le succès de leur fille pour polir leur propre image et lancer une entreprise. Ils voulaient le prestige sans la sueur, en utilisant les ressources durement gagnées de leur enfant pour financer une façade creuse. En conséquence, ils ont non seulement perdu l'affection de leur fille, mais aussi leur réputation d'entreprise quand la vérité sur leurs finances a été révélée. Le message est clair. Les parents devraient être des modèles d'intégrité. La meilleure orientation future pour les enfants n'est pas de savoir combien d'argent ils leur laissent, mais de leur enseigner comment se tenir sur leurs propres deux pieds et traiter ceux qui les entourent équitablement. Vous ne pouvez pas construire un héritage de respect sur une fondation d'exploitation. En fin de compte, le parcours de Hilary est une masterclass dans la nécessité de tracer une ligne dans le sable. Fixer des limites dans la famille est une tâche incroyablement difficile, surtout quand la société murmure constamment que nous devons pardonner et accommoder nos parents par le sang à tout prix. Enfin, l'histoire transmet que fixer des limites n'est pas de la vengeance, mais une manière de se protéger et de maintenir le respect. C'est un acte de profonde autopréservation. Les parents doivent enseigner à leurs enfants que l'aide devrait venir de la volonté et du respect, et non de la coercition ou de l'exploitation du nom de famille. Quand une relation repose entièrement sur une personne sacrifiant sa paix pour qu'une autre puisse éviter l'inconfort, le mot famille perd son sens. En bref, le message central pour les parents est d'investir dans une relation authentique avec vos enfants par la présence et l'équité au lieu de valoriser seulement les aspects superficiels ou les commodités qu'ils fournissent. Des histoires comme celle de Hilary sont inconfortables précisément parce qu'elles nous forcent à examiner les fractures silencieuses et cachées dans nos propres vies. Si ces réflexions sur la dynamique familiale, les coups cachés du favoritisme et la poursuite courageuse de limites personnelles résonnent avec vous, je vous invite à rejoindre notre communauté croissante d'auditeurs et de penseurs. Veuillez vous abonner et suivre la chaîne Sophia Told Stories pour plus de récits profondément humains et stimulants qui tiennent un miroir aux complexités des vies que nous vivons. En fermant cette page, pensez aux tables où vous vous asseyez et aux personnes qui tirent des chaises à côté de vous.
Pensez aux sacrifices silencieux faits au nom de la loyauté et aux registres invisibles gardés dans les cœurs de ceux qui se sentent invisibles. Construisons-nous des fondations pour que nos enfants se tiennent dessus, ou construisons-nous des cages déguisées en maisons? La réponse, tout comme le délicat équilibre entre amour et attente, est rarement exprimée à voix haute. Elle se trouve dans le silence des chaises vides, le poids des mots non dits et la réalisation entente que les personnes en qui nous sommes censés faire le plus confiance sont parfois celles dont nous devons apprendre à nous éloigner.